Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature pour ce nouveau numéro de Bistrofig Pro. Ici, je suis en compagnie de quelqu'un que je ne connais pas encore très bien, donc on va le découvrir ensemble. Il s'agit de Phil de la chaîne 40 000 Wargamer TV. Donc salut Phil. Bonjour Aaron et bonjour à tous et merci de m'avoir invité. Bah écoute Phil, merci d'être là. Tu as réussi à trouver dans ton planning et moi aussi, hein, parce que c'est compliqué des fois de se choper. Ça fait un petit moment qu'on devait organiser ce petit numéro de Bistrofig. Donc tu es, Phil, la personne qui se cache derrière la chaîne 40 000 Wargamer TV. Alors tu te caches pas vraiment parce on voit souvent ta trogne. Est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas, tu peux te présenter brièvement? Ben oui, pas de problème. Alors moi je m'appelle Phil, j'ai 47 ans, certainement 48 quand cette vidéo sortira. Donc t'es pas le Donc doyen encore. T'es pas le... non, 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 il y a Pierre, il doit être un peu plus vieux, je pense. Ouais. Et puis il y a du plus vieux qui arrive bientôt. Ouais, d'accord. Bah voilà, donc, mais c'est pas, j'en fais pas une affaire personnelle, hein. Ok, ok. C'est difficile de rattraper ça. Je préférais qu'on m'en donne 38, tu vois, je veux dire. Ouais. Mais voilà, donc j'habite à Cognac, en Charente, Ok. depuis pas mal d'années maintenant, et ben, je m'occupe effectivement du projet 40 000 Wargamers et de la chaîne 40K Wargamers TV qui s'appelle 40K parce que YouTube ne voulait pas rentrer 40 000 et donc voilà, et 40 000 c'est un peu comme 30 millions d'amis ou 50 millions de consommateurs, c'est bon, c'est le chiffre plus ou moins pas officiel du nombre de gens qui jouent à Warhammer 40 000 en France, donc voilà, c'est Ok, pour ça. tu penses que ce 40 000, il a évolué depuis, depuis que Games avait fait cette espèce de bilan marketing de sa clientèle de clients fixes? Tu penses qu'on est toujours aux alentours des 40 000 ou que c'est en évolution À forte? découvrir. Ouais, ouais, à découvrir le milieu aussi, parce que moi je connaissais pas tout le milieu qui était à côté de Games Workshop. J'ai toujours été un Games Workshop fan depuis plus de 35 ans. Je pense que si on considère les jeux de figurines, on est beaucoup plus nombreux. Contrairement aux anglo-saxons, nous on fait ça en cachette, donc on envoie popper comme ça. Ah, mais toi aussi tu Ouais, joues à des jeux de figurines? Ah, ouais, bah oui, moi je joue à Game of Thrones, je joue à Star Wars Légion, je joue à des jeux. J'ai découvert chez mon buraliste par exemple que le mec il avait une association, il jouait comment on dit, aux jeux napoléoniens. Tu vois. Donc en fait, il y ouais. a plein de gens qui sont de cette génération entre 30 et 50 ans, voire un peu plus, qui jouent à des jeux de figurines depuis des années et des années. Euh, et il y en a partout. Alors en Angleterre, ils le disent haut et fort. En France, je pense qu'on était plus cachés. Donc 40 000, oui, c'est un chiffre un peu rigolo, mais ça n'a rien de réel. Et je pense qu'avec la V9, ça c'était des chiffres de la V8, je crois. Donc avec la V9, ils sont montés. Après, en cette fin de V9, il y a beaucoup de gens qui sont partis sur d'autres jeux et c'est pas plus mal quelque part parce que on se retrouvera tous sur des bonnes versions et puis ça permet aussi d'aller sur d'autres jeux, donc c'est cool. Ouais, ouais. Donc ça, c'est concernant le public. Donc 40 000, en plus ça match avec Warhammer 40 000. Je pense qu'il y a aussi cet aspect qui est quand même plutôt cool. Complètement. Tu m'as, là quand tu t'es présenté, tu as fait un espèce de distinguo que j'ai pas très bien compris. Et du coup, je vais te demander de développer un petit peu plus entre 40 000 Wargamers et 40 000 Wargammer TV. Comme s'il y avait genre une asso d'un côté ou une entreprise d'un côté et une chaîne. Tu peux m'expliquer un petit peu plus? Ça vient de mes métiers précédents en fait. J'avais créé une radio, enfin créé, je m'étais associé avec différentes personnes qui avaient créé une radio qui était une radio associative. Et en fait, dans cette radio associative, qui est une radio qui est en Seine-et-Marne d'ailleurs, qui existe toujours, qui s'appelle Oxygène. Mais une Et vraie dans cette radio, enfin une radio FM, pas un podcast radio, internet, quoi. non, non, ça n'existait pas Internet à ce moment-là. Ok, Donc, enfin, ça existait, mais c'était vraiment, voilà, tu sais, tu avais les trucs qui faisaient bip bip quand tu te connectais. Donc, voilà. d'accord, d'accord. Et donc, on avait créé cette radio, enfin, repris une radio, et puis créé Oxygène. Et à l'époque, moi, je m'occupais de créer des émissions et tout ça. Et il y avait une base de radio associative qui fonctionnait avec des fonds de la SACEM et des fonds publics. Et tu avais une boîte de production
qui était au-dessus. L'avantage qu'il y avait, c'était d'avoir cette flexibilité du côté radio associatif où tout le monde pouvait rentrer dans le tube pour raconter ses histoires d'association, son AG, son machin, et puis une boîte de prod qui permettait de gérer tout ce qui était publicité et donc tout ce qui était en rapport avec des institutions où il fallait avoir un numéro de SIRET et ainsi de suite. Et donc, en gros, basiquement, là, de ce que tu m'expliques, il y en a une, c'est l'aspect business, et l'autre, c'est l'aspect ligne éditoriale. En gros. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est-à-dire que donc 40K Wargamers TV, c'est une chaîne YouTube. Bon, voilà. Et 40 000 Wargamers, c'est plutôt l'idée de. En fait, c'est une micro-entreprise qui est au-dessus et qui gère les flux financiers, alors, qui sont pas très nombreux, donc ça va. Mais par exemple, si je fais un partenariat avec quelqu'un qui va me rémunérer, à ce moment-là, il faut qu'il y ait une entité normale. Ouais. Et pour pouvoir continuer à avoir ce côté qui est vraiment l'ADN de la chaîne, c'est-à-dire de faire venir les gens, que les associations puissent se présenter, que les gens viennent jouer au studio qui est derrière toi, ou qu'on fasse des interviews, ou ce genre de choses, et que ce soit sans problème de droit à l'image, d'assurance, puisque du coup ça devient un local commercial, et ainsi de suite. C'est pour ça que c'est resté donc 40K Wargamers TV est totalement free, voilà. Ok, j'ai compris le détachement et l'intérêt, on va pas se mentir, aussi administratif. De ces deux entités, mais en fait finalement si demain 40 000 Wargamers qui est l'entreprise s'arrête, je vous le souhaite pas une seule seconde, hein. Pas du tout, mais si demain ça s'arrête, ça veut pas dire que la chaîne continuera pas à titre purement privé, et l'inverse est possible aussi. Ouais, tout à fait. Et puis, il y a une troisième entité dans ce triumvirat-là, c'est l'association dans laquelle je suis depuis des années et des années, c'est-à-dire plus de 10 ans maintenant, qui s'appelle la Compagnie du Val-de-Mort à Cognac, et sans qui j'aurais pas fait cette chaîne YouTube parce que j'ai la chance d'avoir 50 personnes, une cinquantaine de membres dans cette association. C'est des gens qui me soutiennent, des gens qui viennent sur la chaîne, des gens qui me prêtent des décors, qui viennent avec des figurines, et ainsi de suite, et puis surtout qui testent les jeux et qui me donne plein d'informations et avec qui j'ai un retour d'expérience permanent, et ça c'est super bien. Ouais, ok. Ça c'est cool. Et du coup c'est une asso importante à Cognac, elle est entre guillemets connue, il y a beaucoup de membres. Ouais, il y a une cinquantaine de membres, elle existe depuis bientôt 30 ans maintenant, et je pense que dans la Charente ça doit être la deuxième plus grosse avec la JH d'Angoulême. Donc voilà. Avec, j'imagine, dans le cas de Stasso, un fer de lance de Games Workshop et quelques jeux qui sont joués autour, ou alors c'est plutôt équilibré? Alors c'est particulier parce que toi qui aimes beaucoup Blood Bowl, voilà, c'est un gros pôle de joueurs de Blood Bowl avec l'organisation du Cognac Bowl tous les ans, alors hors Covid, et donc c'est un endroit où on retrouve les joueurs du Lutèce Bowl, où on retrouve les champions, il y a le champion d'Europe qui était venu, enfin voilà, c'est des organisations comme ça. Gizmo qui organise ça était quelqu'un qui était en Bretagne avant, et donc il a organisé beaucoup de choses en Bretagne, et puis là il nous gratifie de ses connaissances pour organiser ça tous les ans, et d'ailleurs j'ai fait une petite émission là-dessus sur le Cognac Bowl parce que les tournois de Blood Bowl c'est juste phénoménal quoi. Ouais. Alors comme toi je sais que tu fais du Blood Bowl en plus en réel, en fait j'ai envie de dire ça doit être absolument génial. Je pense qu'il y a des gens qui font des choses avec toi, qui sont déjà venus au Cognac Bowl parce que... Ça m'étonnerait pas parce qu'il y a dans les participants du GN Blood Bowl, il y avait pas mal de joueurs de Blood Bowl aussi. Mais le gros atout du GN, c'est que ça attire plein d'autres gens qui vont découvrir l'univers de Blood Bowl par le biais du pseudo-théâtre en quelque sorte, quoi. Enfin bref. Et donc pour répondre à ta question, il y a ce Blood Bowl-là. Il y a toute une partie jeux de plateau sur figurines avec des jeux comme Zombicide par exemple, où là on fait des campagnes toute l'année et ainsi de suite. Et puis il y a du 40 000. Alors avant, beaucoup de battles, quand moi je suis arrivé, avec des joueurs de tournoi, des joueurs casus, des joueurs à l'ancienne. On a la chance d'avoir énormément de décors parce que depuis des années et des années, on a été organisateur de conventions et de choses comme ça. Enfin, le président notamment, et le trésorier, ainsi de suite, puisque c'est des cousins. Et en plus, on a la chance d'être dans des locaux privés.
Donc ok. c'est des locaux qui nous appartiennent. Donc c'est vrai qu'on a cette chance-là grâce au président notamment que je salue au D'accord, passage. c'est très cool. Et est-ce que ce qu'on va faire, c'est que pour, je sais pas s'ils ont une page Facebook, un truc comme ça, mais pour les gens qui seraient du coin de Cognac, il y a quoi, La Rochelle, ces coins-là, ça peut être intéressant qu'ils découvrent un club comme ça. On mettra peut-être le lien en description Avec plaisir. La de... compagnie du Val-de-Mort à Cognac. Voilà, Voilà. bah, c'est cool. Je te propose maintenant, si tu es d'accord, qu'on revienne un petit peu plus sur Phil, sur toi. Oui, avec plaisir. Donc tu m'as dit que ça faisait 35 ans que tu étais dans le Hobby Games Workshop. T'en as 47 si ma mémoire est bonne. Du coup, tu as commencé jeune. Ah Euh, ouais. et du coup, selon mes calculs, a priori, tu as vu arriver les premiers magasins Games Workshop. Ouais, tout à fait. J'ai commencé à 12 ans, 10-12 ans, ce qui est pas si vieux que ça, si on considère qu'aujourd'hui, avec les collections Hachette ou des choses comme ça, Ouais. où les enfants des parents wargamers commencent des fois plus tôt que ça. Mm. Effectivement, j'ai vu l'arrivée des premiers magasins Games Workshop, habitant à l'époque en région parisienne, notamment c'était Porte d'Italie, je crois, si je me souviens bien, ou Porte d'Orléans, je confonds toujours les deux. J'ai connu le Héros Citadel, qui était le bouquin type fanzine en français Ouais. qui sortait avant White Dwarf en fait. Et puis après les White Dwarf en français qui sont arrivés et ainsi de suite. Ouais, et puis je sais plus avec qui j'avais parlé de ça, ou c'était dans une de tes émissions, les figurines qu'on achetait à l'unité dans les petits magasins de jouets Dans en les fait. vitrines, ouais. Ouais, avec Agmat qui était le distributeur, et puis après Games Workshop qui a repris la distribution. Donc ouais, j'ai connu tout ça, et c'est vrai qu'à l'époque, honnêtement, le monde du hobby français, ça tenait dans une cabine téléphonique, hein, gentiment. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Est-ce que tu as le souvenir de la première fois que tu as eu tes premières figurines? Et si oui, c'était quoi? Alors absolument, Et je veux pas de larmes, hein. non, non, pas Parce du que, tout. parce que Non, non. souvent, c'est la Euh, Madeleine de Proust, ces trucs. Non, non, je me souviens parfaitement. C'était, en fait, j'étais avec mon cousin Germain qui lui maintenant fait du design de jaquettes, de jeux vidéo et ainsi de suite, machin. Du graphisme. Euh, ouais, 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 qui est maintenant au Canada, enfin voilà, et donc D'accord. il a voilà, et lui il avait déjà ce truc-là, et en fait il était venu chez moi, et en passant devant un magasin de jouets, il me dit mais attends, ils font du déjà on disait à l'époque ils font du Warhammer. Ouais, ouais, bien sûr. Et donc on était rentré dans le magasin, et il y avait des petites figurines donc en métal, en plomb quoi, on disait en plomb mais c'était une espèce d'alliage de métal plomb, et donc j'ai découvert ça comme ça, et puis je crois que dans la foulée on est allé chez lui, et lui il habitait à côté d'Orléans. On est allé dans un magasin au centre-ville d'Orléans, et j'ai acheté ma première boîte, qui était une boîte d'elfes, voilà, que j'avais acheté à l'époque. En plastique, du coup. Euh, Hein? Plastique ou métal? Métal. Métal. Ah ouais, métal, totalement métal. Je sais pas si on la voit derrière, je Parce sais que le plus. plastique, il est arrivé plus tardivement, en fait. Ah, c'était la boîte d'Elfes des Bois Ok, qui était une boîte verte avec, ouais, avec plein de figurines en métal dedans, et c'était des War Dancers qui étaient dedans. ok, ok, ok. Donc c'est mon cher cousin qui m'a mis à ça, et lui il peignait déjà un petit peu des trucs et tout, et à l'époque on trouvait pas des tout petits pinceaux, donc on peignait avec des bâtonnets saucisses. Ouais, je vois le délire. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y a du matos qu'on trouvait moins bien, ne serait-ce que la peinture aussi. Ouais, La ouais. peinture, c'était pas facile, pas facile de trouver un revendeur de peinture citadelle, et on se démerdait avec de la gouache parfois, et les peintures à l'huile aussi, tu sais, les Ouais, Emerald, les trucs de maquette. parce que je faisais des maquettes déjà à l'époque, des maquettes d'avions comme beaucoup à cette époque-là, et Donc donc tu on avais peignait déjà à un la premier Emerald. pas dans la miniature avant de commencer les figurines. Ouais, moi, j'ai commencé à faire des maquettes, je pense que je devais avoir 7-8 ans, quoi. Ouais, donc c'est quand même une espèce de suite logique que j'ai l'impression de retrouver quand même globalement chez tout le monde. J'ai l'impression qu'il y a un dénominateur commun qui met quasiment tous les wargamers d'accord sur leur enfance, c'est les maquettes et les Lego. Oui, oui. Souvent, Ou les Playmobil un peu aussi. voilà, c'est ça, c'est ça. C'est Et raconte-toi une histoire, c'est tu te crées un truc, donc c'est ça, c'est vrai, tout à c'est fait. ça, c'est ça. Donc ensuite,
t'as mis le nez dans l'univers de Warhammer à l'époque, puisqu'on était sur Battle, Warhammer 40 000. Ouais, alors très tard Warhammer 40 000 en fait, parce que Warhammer Battle, bah il y a là il est derrière, pas par là, voilà, le premier qui était sorti en français. Alors bon, c'était un peu le bordel au niveau des règles, et puis on pouvait faire aussi bien de l'escarmouche que machin que truc. Donc on jouait de manière totalement désordonnée, parce que déjà la compréhension globale des règles n'était pas évidente. Le monde de Warhammer 40 000, pour moi, il est arrivé avec la première version de Space Hulk, qu'on voit aussi derrière d'ailleurs. Et là, il y avait Alien, et ainsi de suite. Donc, c'était vraiment cette vision-là de Warhammer 40 000, ce qui est très rigolo, puisque aujourd'hui, avec le board game, avec le jeu d'abordage, on revient à ça presque. Et ça a été aussi l'idée de se dire, voilà, on va rejouer des scènes, un petit peu comme quand on jouait avec les figurines Star Wars à l'époque, tu sais, de chez Kenner. Ça, on avait ces trucs-là. Et donc, en fait, on refaisait le film. Et là, on refaisait les trucs avec des règles. Donc, c'était... ok. T'as beaucoup joué à Battle avant de découvrir Warhammer 40 000, ou pour toi, ça a été, entre guillemets, un vrai déclencheur, l'arrivée de 40 000? Parce que j'ai l'impression que t'es quand même plus aujourd'hui 40K que autre chose. Ouais. Parce que en fait, quand Battle est sorti, c'était déjà structuré l'univers pour un Européen, un Indo-Européen basique. L'univers est simple à comprendre. C'est l'univers du Seigneur des Anneaux, c'est cet univers-là. On sait ce que c'est qu'un elfe, on sait ce que c'est qu'un orc, même si on l'a connu, quoi. Voilà, tout à fait. Et moi, étant breton en plus, c'est des codes d'autant plus connus, si tu veux. Voilà, les feux follets, les machins. Donc tout ça se regroupe, les légendes celtiques et ainsi de suite. Donc l'univers de Battle, il est facile à appréhender. Après, quand 40 000 est arrivé, il y avait Rogue Trader, et c'était un peu le bordel parce que on savait pas trop si les Space Marines c'était des flics. Si c'était des d'ailleurs c'était même pas clair du tout même je pense chez Games Workshop c'était pas clair en fait. Et puis le monde n'était pas canon en fait. Alors qu'à Battle le monde il était canon de fait puisque c'est un monde humanoïde basique, historique basique, et donc c'est pour ça que pendant longtemps ce que je faisais à Warhammer 40 000 entre guillemets c'était jouer à Space Hulk avec des règles un peu maison pour y intégrer d'autres figurines, un peu à la manière de Space Crusade. Et en fait, on avait les bouquins 40 000 Rogue Trader et ainsi de suite, on lisait parce que on trouvait l'univers cool, mais on ne jouait pas à Warhammer 40 000 à ce moment-là. Et j'ai commencé réellement à jouer à Warhammer 40 000 à l'époque de la V5 ou de la V6, parce que là, le jeu était structuré et le monde était structuré. Alors que Battle, lui, c'était structuré de toute façon. Est-ce que tu saurais me rappeler, parce que ma mémoire se mélange, le contenu de la boîte de la V5? La première boîte de 40 000 qui t'a fait plonger dedans, c'était quoi? C'était les orques Goff avec les Space Marines. Tu sais, les orques qui avaient une hache dans la main et Ça, c'est Macrash, je crois. Ah oui, non, ça c'est encore avant. Oui, mais oui, t'as raison, c'est celle-là. Oui, c'est celle-là. C'est celle-là. Parce que Macrash, c'est après, c'était avec les Tyrannides. C'est celle-là, ça doit être la première que j'ai achetée en tant que boîte. Même si, pour les gens de notre génération, entre guillemets, mais ça veut rien dire, les tout premiers, en fait, ce système de boîte, c'était assez surprenant parce qu'on avait l'habitude de créer notre collection au coup par coup. Et créer entre guillemets nos armées suivant les figurines qu'on arrivait à trouver, parce que c'était ça aussi. Aujourd'hui on parle de pénurie chez Games Workshop, à l'époque c'était pas mal non plus en termes de pénurie. C'était pas tant de la pénurie que du manque de rapidité de production. Aussi, ouais. Alors on faisait je pense qu'on s'est tous intoxiqués à essayer de faire nos propres figurines avec des espèces de moules en plastique silicone. Je me rappelle qu'on mettait on prenait des billes de plomb, on les foutait dans les casseroles, c'est Prince Auguste qui avait fait ça de manière assez comment dire, grand public. Prince Auguste avait sorti effectivement une série de moules. Alors ils avaient sorti avant tout le reste du napoléonien et de l'antique, où tu pouvais fondre tes figurines chez toi dans la cuisine avec ta mère qui était bien contente. Et des barrettes de plomb s'achetaient en blister, je sais pas si tu te souviens.
Ouais, c'est ça. Et après, ils avaient sorti aussi une Intoxiquez-vous, les collection. amis. Ouais, c'est ça. Ils avaient aussi une collection. Il me semble qu'ils avaient sorti une collection Seigneur des Anneaux, ou en tout cas Carrément. C'était fantastique, chouette quoi. d'ailleurs. Ouais. Donc oui, la difficulté à l'époque de trouver les figurines, et tu dis que ça a été un bouleversement, l'idée de recevoir en fait dans une boîte de base plein de figurines pour pouvoir constituer finalement une armée qui va avoir un- un- une espèce d'uniformologie globale. Ouais, Euh, absolument. Et je pense que c'est en y réfléchissant en même temps qu'on en parle, c'est Space Marine. Je me suis dit Space Marine, donc en épique. ouais, Vraiment, je me suis mis à jouer dans l'univers de Warhammer 40 000 parce que là, tu avais tout dans la boîte et c'était assez facile à peindre. donc là tu parles Et le jeu du était, 6 mm de l'époque. il s'appelait Adeptus Titanicus, je crois, et la boîte, la Ouais, grosse boîte s'appelait Space Marine. ouais, Et qui était d'ailleurs dans l'esprit très 30K parce que tu avais des Space Marine versus des Space Marine. ouais, Avec des Land Riders et des Rhinos qui étaient très 30K d'ailleurs dans ouais, l'esprit. ouais, Et, euh, et cette boîte-là, oui, vraiment, parce qu'il y a tout été fourni, les décors, tout, mm, tout, tout. Et là, vraiment, on a beaucoup joué à Space Marine. Et en plus, le système qui était alterné à ouais, l'époque, ouais, c'est vrai. marrant, avec système d'ordre. Et j'ai toujours trouvé que c'était un des meilleurs jeux qu'ils aient jamais sorti. Et d'ailleurs, chez les gars de chez NetEpic qui font un boulot d'enfer là en France, NetEpic Palladium, Ouais. qui l'ont remis au goût du jour. Et pour les avoir reçus, ils sont adorables en plus. Donc, Bah regarde, j'en profite parce que je l'ai vraiment à côté de moi. Regarde ce que je suis en train de faire en ce moment, ah tu bah vois. voilà. Donc là, on a une armée d'impériaux, de la garde impériale, que j'ai terminé de sculpter, que je suis en train de peindre pour proposer aux passionnés de NetEpic. Je suis d'accord avec toi, je me permets de réagir sur Space Marine, sur l'arrivée de Space Marine. Je pense que tu as raison, et c'est toi qui m'y fais penser, hein, que c'est un tournant dans la conception de l'univers 40 000. Parce qu'ils ont été obligés de voir leur univers avec beaucoup plus de distance pour avoir une idée des échelles de la quantité des armées, à quoi ressemblent les bâtiments. Est-ce qu'on peut mettre des robots qui feraient cette taille à côté d'un Space Marine qui fait cette taille et du coup, bah, je trouve que c'est une super manière de structurer de manière beaucoup plus large un univers que tu es en train de créer, plutôt que de commencer par le soldat Oui, et de dire bon bah ce soldat il est où, il fait quoi. Enfin c'est une approche différente et je suis d'accord que ça aide énormément à rentrer dans l'univers. Moi Space Marine cette boîte je me souviens que je l'ai acheté pour un anniversaire. Enfin c'est ma mère qui m'avait donné, c'était 300 francs à l'époque. ah ouais, c'était 300, 350 francs, ouais, je me rappelle. C'est Ouais. ça, et j'ai été refait le jour où je suis rentré à la maison avec cette boîte. Ah ouais, C'était un truc c'était de fou. dingue. C'était dingue. Et d'autant plus, c'est très intéressant ce que tu dis parce que effectivement, avant le jeu était un jeu de rôle. Pratiquement chaque figurine avait une Ouais. fiche et ainsi de suite. Et on est passé au jeu de bataille. C'est là que le truc a basculé, Mm. très Ouais, je justement. Et vois, à je partir vois. du moment où, effectivement, on n'est plus dans le jeu de rôle, eh ben, il faut créer un univers suffisamment solide, puisque c'est plus les joueurs qui, avec leurs fiches de personnages et ainsi de suite, vont créer un univers. Et donc, il faut créer un cadre suffisamment solide. Et je pense qu'effectivement, c'est là où ils ont été obligés de se dire, attends, bon, ok, on est dans un univers 40e millénaire, machin. Et autant pour Battle, c'est simple. Je veux dire, un château en ruine, c'est un château en ruine. À Ouais. Battle, comme dans n'importe quel autre jeu, à Saga ou tout ce que tu veux. Je veux dire, bon. Mais c'est vrai que, Autant à ouais. 40 000, à 40 000, ils ont été obligés de créer ça. Mm. Non, mais oui, oui, tu vois, c'est quelque chose que j'avais jamais vraiment analysé. Je trouve que c'est super intéressant de se rendre compte que le fait de regarder un univers par le prisme de la stratégie de masse, ça aide à le développer parce qu'en fait, tu vas fatalement te poser des questions au moment de l'écriture de ok, là il y a deux armées Space Marine avec des milliers d'hommes de chaque côté. Ils viennent d'où? Il faut d'autres planètes en fait. Et c'est quoi les vaisseaux? Du coup, ils ont dû commencer aussi à cette époque-là à parler tu sais, Oui, des méga Star Destroyer avec Battlefleet Gothic qui arrivait plus tard, hein. exact. Ou pas si longtemps que ça après, en fait, hein. Mais effectivement, il y avait une espèce de cohérence. Ils ont créé Mm, une cohérence dans la sortie des boîtes à l'époque. Peut-être que c'est ce qui manque actuellement, d'ailleurs. mm, C'est-à-dire que c'est du tout feu, tout flamme. Tu vas avoir ci, tu vas avoir ça. Cette logique Space Marine,
boîte effectivement qui est à peu près concomitante avec les orques dedans et les Space Marines, et puis ensuite Battlefleet Gothic. En fait, c'était cette espèce de focus ou défocus, je sais pas comment on dit, un peu, tu sais, comme dans Game of Thrones, dans la présentation, là, Oui, je vois. dans le générique, Les tu sais, il y a des rouages et tout. Ouais. voilà. Et ouais, effectivement, c'est très juste. Ils ont été obligés de canoniser entre guillemets leur univers à ce moment-là. Et je pense que, et c'est bizarre aujourd'hui de se rendre compte que finalement ces jeux-là ont quasiment disparu, alors que c'était pour le coup des très très bons jeux. Et pourtant, en y réfléchissant, voilà, est-ce qu'ils n'ont pas été vraiment putain de structurants pour ce qu'on a aujourd'hui, quoi. Ça a été, Ben, c'est clair, et c'est d'autant plus intéressant si tu veux que si on considère Star Wars Armada par exemple, ouais, un jeu qui marche très très bien, ou X-Wing, mais c'est un petit peu différent, mais voilà, c'est des jeux qui ont très très bien marché, qui étaient sur des logiques un petit peu comme Battlefleet Gothic. Alors moi, j'ai pas une grande connaissance et j'étais jeune à l'époque, mais Battlefleet Gothic, c'était vraiment innovant. Enfin, dire, on peut jouer des vaisseaux, mec. Il y a des règles. Enfin, ouais, c'est voilà. Et puis, en ce qui concerne Space Marine, on l'a dit tout à l'heure, c'était un jeu hyper moderne, avec des ordres et avec, comment dirais-je, un jeu alterné. Alors qu'aujourd'hui, on reproche justement à Warhammer 40 000 ou même à Feu Battle d'être pas des jeux alternés. Et c'est là aussi où moi je dis, attention messieurs, tout ne peut pas être alterné. C'est un petit peu comme la différence entre StarCraft et HeroQuest, Heroes of Might and Magic, pardon. Ouais. C'est-à-dire que bon, c'est des jeux différents. Donc, si on veut faire de l'alterné dans Warhammer 40 000, est-ce que ce sera toujours Warhammer 40 000 ? Est-ce que ça a du sens de faire ça ? Ou est-ce que justement, jeux comme Kill Team ou autres ne sont pas là pour ça, pour innover dans les règles et ainsi de suite. Aspect-là, ouais. Kill Team, Necromunda, Space Hulk, enfin bref, les jeux qui sont plus orientés sur finalement l'escarmouche, en tout cas les combats de gangs, de groupes, d'effectifs réduits, quoi. Ouais, je suis d'accord. Après, pour jouer à Game of Thrones en ce moment, par exemple, c'est de l'alterné et c'est du jeu de bataille. Donc ça marche aussi. Donc, de toute façon, moi, je pense vraiment qu'il n'y a pas de système de jeu parfait, qu'ils ont tous leurs contraintes à un moment et des problématiques d'équilibrage qui finissent par arriver au bout d'un moment où on connaît bien le système, ce que j'ai tendance à appeler des glitches, mais en fait des techniques connues de combos qui font que c'est pété ou ce genre de choses. Mais pour autant, moi, ça casse pas ça casse l'aspect potentiel de tournoi, de championnat, de compétitivité, mais ça casse pas le plaisir. Enfin, je pense que les défauts d'un jeu font aussi partie, parfois, même souvent, de ce pourquoi les gens y jouent. Oui, absolument. C'est mon avis, quoi. Non, mais je pense que tu as raison. Après, la difficulté, c'est que quand effectivement il y a des Death Stars, comme on dit notamment à Warhammer Battle V8, c'était le cas sur la fin de Warhammer Battle V8, bon, elles sont connues, tu viens de le dire, et du coup, c'est assez facile de mettre le doigt dans l'engrenage. Et ce qui peut être dommage, c'est qu'un jeu qui évolue sans arrêt, justement, rebrasse ce qu'ils appellent la méta, rebrasse ainsi de suite, et ça frustre moins les joueurs. Si on considère Battle, par exemple, au moment où il s'est arrêté, il y avait encore les Bretoniens qui jouaient avec un livre d'armée V6, les Skaven avec un livre d'armée V7. Voilà, c'est compliqué parce que du coup, encore aujourd'hui, 10 ans plus tard, quasiment 10 ans plus tard, ça a toujours les mêmes défauts. Et c'est toujours le frappe en premier des hauts elfes ou des elfes noirs est toujours trop fort versus ces armées qui sont... Voilà. Et c'est dommage d'avoir... S'ils avaient quasiment arrêté le jeu, mais continuer un petit peu à moduler les règles, ça aurait pu être bien. En fait, toi, tu vas me répondre, il y a 9e âge. Ouais, il y a 9e âge, par exemple, mais je pense aussi quand même que cette démarche de changer de version régulièrement, elle est purement commerciale, en fait. Oui, à partir du moment où tu fais un jeu qui marche, qui est équilibré, on peut prendre des tas d'exemples de jeux beaucoup moins connus que Warhammer, mais je pense à des jeux comme Saga, qui sont des très très bons jeux, qui sont plutôt équilibrés, sur lesquels il peut y avoir des tournois, ce genre de choses. En fait, une fois que le jeu il est cuit, il est cuit. Et j'allais dire, dans la tête de certains passionnés, il est mort.
Je sais pas si Alors, tu vois ce que je veux dire. ouais, mais C'est... ça me surprend si tu veux, parce que si on considère, par exemple, des choses qui n'ont rien à voir, mais les échecs, si on considère, qui est quand même le jeu compétitif par excellence, il y a pas de hasard, Mm. si on considère par exemple Risk, qui est un jeu, certes un jeu de société, mais c'est quand même les prémices du jeu de Ouais, bien figurines sûr. et de bataille et ainsi de suite, c'est des jeux qui n'ont pratiquement pas évolué. Il y a des petites choses qui ont évolué, comme aux échecs le rock ou des choses comme ça. Il y a des choses qui ont évolué pour quand tu avances un pion de 2 cases et donc tu peux te Mm. faire passer, ainsi de suite. Dans Risk, il y a des choses qui ont évolué aussi Ils ont un petit sorti peu. des Mais versions dans l'air du temps sur des licences voilà. connues, ce genre de choses. Mais les gens, si tu veux, je pense qu'aujourd'hui, même si il y a de plus en plus de joueurs de Warhammer 40 000 ou de Warhammer ou de jeux de figurines en général, il y a quand même encore plus de gens qui jouent aux échecs ou même à Risk, Mm. j'imagine. Je connais pas les Bah, chiffres, hein, bien sûr, mais non, j'imagine non, que mais j'ai Risk, pas de c'est doute. quand même encore plus joué, quoi. J'ai pas de doute. Moi, ça a été un des premiers cadeaux faits à mes gosses quand ils avaient l'âge de commencer à faire du jeu de société un peu stratégique. Parce qu'on va pas se mentir, mais la chance dans Risk, mon gars, c'est la victoire. Bah, mais c'est un peu comme dans tous les jeux, quand tu fais des 5 et des 6, ça marche tout de suite mieux. Ouais, c'est ça. Bah, pas à Conquest. Je sais Ah, pas si tu as vu passer Conquest, non, mais non, je l'ai pas connu. Conquest, Con- Conquest non, le jeu qui est assez récent, là. Ouais, 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 j'ai Euh, vu la JH, ils m'en ont parlé, mais et là, on est j'ai sur l'inverse. jamais joué. On est sur l'inverse, puisqu'il faut faire des as, il faut faire des Ah, d'accord. 1. Bref. C'est la Euh, différence des jeux de rôle entre le dé à 100 et le dé à 20. Tu vois, ouais, c'est ça, c'est ça. Si ça te gêne pas, revenons un petit peu plus sur toi, Yes. parce que finalement, en fait, je me rends compte, vu qu'on est tous les deux passionnés depuis quand même longtemps, alors toi depuis plus longtemps que moi, mais on en revient Pas à parler désagréable, s'il te figurines. plaît. Non, non, je suis d'accord. Mais j'aimerais en connaître un petit peu plus sur Phil. Donc, passionné de figurines, t'as jamais lâché ou t'as eu des périodes de ta vie où tu as totalement arrêté? Euh, Alors, je pense que il y a eu des moments où il y a eu un peu de lâcher, enfin, il y a eu du lâcher sur le jeu. ouais. Pendant très longtemps, j'ai joué de manière irrégulière, Mm. tout au moins aux jeux de bataille de grande ampleur. Mm. J'avais toujours un Spatial qui traînait, j'avais toujours voilà, un espèce de jeu un petit peu, ce qui serait aujourd'hui un Warcry, ce qui serait aujourd'hui, voilà. Qui demande moins Euh, d'investissement, de mise en place, etc. Ok. C'était un peu le côté, tiens, on va se faire un HeroQuest entre potes, ça nous rappelle, Ouais, ouais, je c'était vois. soirée, voilà. On est juste passé gentiment du Coca au whisky Coca, quoi, voilà, Ouais, ouais, franchement. je vois, je vois. Et, et puis du granola au saucisson, quoi, parce que c'est quand même meilleur. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Et donc ça, c'est toujours resté. Le jeu de rôle un petit peu aussi, c'est-à-dire, mais là encore à périodique irrégulière, c'est-à-dire tiens, on se fait une session jeu de rôle sur un week-end ou tout ça, des trucs un petit peu comme maintenant on ferait des sessions, tu sais, de jeux vidéo Ouais, en ligne. en LAN, Mm. Tu sais, quand À on amenait l'époque, en tous nos LAN, ah, PC m'en là, parle ouais, pas, putain. 300 heures de montage pour 5 heures de jeu, même pas quoi. C'est ça, avec des problèmes de raccord. Attends, c'est quoi ton IP? J'arrive plus à la trouver sur le routeur, putain. Non, mais oui, oui, je m'en souviens bien. Et au final, il y avait toujours un mec qui avait écran bleu Oui, c'est avec ça. les... C'est ça. Ah, j'ai planté, j'ai planté. Pardon, putain. C'est ça. Oui, oui, je vois. Donc, t'as jamais eu vraiment de période arrêtée, mais comme tout le Mais monde. si, en fait, ouais, parce que quand tu commences à être... moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de trucs différents, mais on y reviendra peut-être après. Effectivement, il y a des moments où le jeu de bataille... Et je pense, en plus, que pour pouvoir bien jouer à Warhammer 40 000 et ainsi de suite, il faut être dans une association. Donc, il faut trouver une bonne association où on se trouve bien et où on y va à périodique régulière. Et là... Effectivement, les choses se mettent en place. On est moins là, on est moins là. Tu vois, il y a une espèce d'émulation. Les mecs Bien te, sûr, te bien sûr. proposent des projets, tu peins, machin. Moi, je me suis vraiment remis, vraiment, il y a 10-12 ans, là, quand je suis arrivé à la compagnie du Val-de-Mort, là, que j'ai connu par le football américain, d'ailleurs, paradoxalement. Et, parce qu'il y avait plein de gars qui jouent au football américain, enfin, quelques-uns qui jouent au football américain qui étaient à l'assaut, et voilà comment ça s'est passé, D'accord. en fait. Donc, tu fais du football américain? Je faisais, il D'accord, y a ok. longtemps. Ok, ok. Non, mais trop cool, trop cool. Des sports pas très représentés en France, finalement. Mais, enfin, en tout cas, pas très médiatisés, j'entends. Et, Ouais. mais non, c'est trop, trop cool, trop cool.
Mais ouais, j'ai fait plein d'autres sports, hein, mais effectivement, j'ai fait ça sur le tard, mais c'était une. Là encore, pour pouvoir, c'est un petit peu comme le jeu de figurines, parce que il faut réussir à trouver un club, sa dimension. Voilà, Le quand j'étais à feeling, Paris, il y avait. Comment. le feeling aussi. Moi, Ouais, c'est mais si tu veux, quand j'étais dans la région parisienne, par exemple, à l'époque, il y avait deux clubs, il y avait les Molosses de la Courneuve et il y avait les Flashs de la Courneuve et les Molosses d'Asnières, et les mecs, ils étaient déjà, tu vois, les Flashs, ils jouaient en première division, ok. voilà, donc ça demandait trop d'investissement par rapport au C'est temps que dur j'avais à pour pouvoir y rattraper là. jouer. Ah, après, quand je suis arrivé à Cognac, on jouait en troisième division à l'époque, puis après en régional. Donc ça permettait à un vieux cassé de partout de s'y mettre sans que ce soit Je comprends, impossible, je quoi. comprends, je comprends. Faut que ça reste un plaisir et pas un deuxième métier, quoi. C'est un peu pareil pour les assos et pour le jeu de figurines. Si tu arrives dans une asso où il y a que des tournoyeux et tout, et que toi tu débutes, c'est compliqué. Versement, je parle par exemple pour la compagnie Val-de-Mort, pendant un moment on avait beaucoup de joueurs de tournoi. Hmm. Maintenant on en a moins. Du coup les parties elles sont plus cool. Voilà, même si ceux qu'on avait étaient vraiment des types extra, 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 et qui se mettaient systématiquement au niveau. Ça aussi, là, il faut démystifier ce truc-là. Enfin, les mecs, c'était pas parce qu'ils étaient des joueurs de tournoi, et quand je te dis joueurs de tournoi, c'était des mecs qui faisaient des championnats de France, qui étaient vraiment au Ouais, niveau. ouais. C'était des mecs qui étaient capables de te sortir des listes hyper molles pour jouer avec un débutant. Bon, ils te laissaient pas gagner pour autant, hein, clairement. Mais tu passais vraiment des bons moments. Et je pense que c'est cette échelle des valeurs. Il y a un petit peu des fois trop d'ego autour d'une table de jeu qui pousse des figurines en plastique pour le coup. Ouais, je pense. Alors là, moi, mon avis sur ce truc-là, il est avant tout lié aux règles, déjà, et lié à l'image de marque du jeu auquel tu es en train de jouer. Ce que tu veux dire. Ce que je veux dire, c'est que dans le cas de Games Workshop et de ces différents univers, c'est quand même très connu. On sait qu'ils soutiennent certains événements et rassemblements autour des tournois. C'est eux qui ont. Enfin, ils sont d'accord avec l'idée qu'il y ait des tournois. Ils soutiennent cet aspect-là. C'est joué aux États-Unis. Il y a des tournois de malades. Enfin, je vais pas te l'apprendre. Tu le connais très certainement bien mieux que moi, cet univers-là. Et du coup, bah, en gros, il y a le tampon de Games qui dit ouais, faites du tournoi. Mesurez-vous aux autres. Alors qu'il y a des jeux Ouais. sur lesquels il y a des tournois où il n'y a pas du tout cet aspect-là. Et pour autant, il y a des tournois. Donc est-ce que ce serait pas entre guillemets, le tampon du créateur, qui en plus n'est pas personne, c'est Games, qui fait que ça crée parfois certains joueurs, alors c'est pas la majorité, hein, je pense pas, hein. Moi je fais pas de tournoi, mais je pense pas que la majorité des joueurs de tournoi soient des connards. À mon avis, on est plutôt sur justement la majorité qui sont cool, et il y a toujours trois connards qui viennent pour se mettre au-dessus des Alors, autres, mais c'est valable dans toutes paradoxalement, les assos, quoi. paradoxalement, vraiment, hein, paradoxalement, je pense que, enfin, pour l'avoir un peu vécu, l'ambiance dans les tournois actuellement est meilleure qu'à une époque. Ah ouais. Alors, Mais c'est plus et c'est- compétitif maintenant, c'est plus structuré. C'est pas plus soutenu par l'éditeur parce qu'en fait, à une époque, Games Workshop soutenait beaucoup les associations et beaucoup les tournois. Ce qui n'est ouais, plus du tout le cas. C'est-à-dire qu'ils nous envoyaient systématiquement des bah, lots, des lots, des des machins, des trucs. affiches. Aujourd'hui, voilà, en tant qu'asso, par exemple, on avait des lots, on créait des trucs. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, c'est les magasins, les détaillants qui font cet effort-là pour eux. Entre autres. Et donc, si tu veux, pour revenir à l'aspect jeu, il y avait à une époque peut-être moins il y avait à la fois plus de fun et en même temps c'était plus tendu. C'est-à-dire c'était plus ce what the fuck, on joue avec des figurines non peintes, blablabla, blablabla. Mais Ouais. c'était une micro-communauté qui se connaissait plutôt bien. Souvent c'était tendu dans les tournois. Mm. Et là, je peux même te dire que même à Blood Bowl, il y avait des tensions. Voilà. Donc et maintenant, comme il y a beaucoup plus de monde, c'est paradoxal. On pourrait s'attendre à ce que ce soit plus les kikoulol, les machins, les mecs, ils ont pas les codes, ils nous emmerdent et patati et patala, mais pas du tout. Pour avoir fait pas mal de tournois sur les 2 dernières années,
et ben en fait, c'est vachement plus détendu, Non, quoi. mais ça, pour moi, ça, c'est quasi. Là, je vais me dire, je vais peut-être un peu trop loin, probablement, mais je pense que c'est purement psychologique que ça se passe mieux. Et j'ai pas de doute sur le fait que ça se passe peut-être mieux maintenant qu'à une époque. C'est l'arrivée des nouveaux. En fait, je vais Hum. prendre un exemple tout con d'un milieu que je connais bien mieux en termes d'organisation d'événements avec beaucoup de personnes au même endroit, c'est les jeux de rôle grandeur nature. Si j'organise un jeu de rôle grandeur nature avec 100 participants qui sont des rôlistes level 100, tu vois, les mecs, ils ont des costumes de bâtards, ils savent très bien interpréter leurs personnages, ils savent faire des combats fantastiques, ils ont compris tous les enjeux, toutes les enquêtes, le GN va très mal se passer. C'est une certitude. Ah, c'est intéressant, ça. Parce que, euh, justement, il y a du combat d'ego, parce qu'on est Ton spécialiste. on est entre pros, en fait. Ah ouais, ouais, ouais. Exactement. Dans Bah, tu ces, penses que tu touches du doigt la différence, c'est ça. effectivement. Et dans ces 100 joueurs, j'en mets ne serait-ce que 10 ou 20 nouveaux, et ben ils vont faire tout le monde, enfin ils vont redescendre tout le monde d'un cran en fait. Ah ouais, je vois ce que Et tu du veux coup dire. ça se passe 1000 fois mieux. C'est pour ça que quand on organise des GN, on est en quête de nouveaux joueurs. On dit tout le temps, amener des nouveaux quoi. C'est trop cool parce que ça permet de maintenir une ambiance de bienveillance en fait. Parce que par défaut, les bons, ils vont pas dire à un mec qui vient de débarquer, non, démerde-toi, mec, je vais te défoncer la prochaine partie. Ça se passe pas comme ça dans la vie, on n'est pas des connards, tu vois. Non, mais j'ai jamais vu ça, moi, perso. Même quand on joue un chaotique, voilà, Oui, c'est ça. chaotique mauvais, C'est ça, c'est comme, ça, c'est comme il y ça. avait une époque. T'oublies pas que ça reste un jeu, en fait. Ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que j'avais jamais pensé à ça. Enfin, je ne me l'expliquais pas et en fait, tu viens de l'expliquer. Moi, c'est le C'est-à-dire GN que, donc qui m'a fait découvrir ce truc-là. c'est que quand on est entre pros, en plus, il y a une notion d'investissement personnel. Hmm. Moi, des fois, les gens ils disent ah ouais, mais vas-y, t'arrives le vendredi soir, tu prends un cul, mais là qui pète un plomb. C'est-à-dire, tu fais une partie, ça dure, là, tu joues pas, tu te fais ramasser, et c'est un peu le problème. C'est Hmm. le problème de Warhammer Hmm. 40 000 V9 en cette fin de version. C'est-à-dire, tu te fais ramasser, t'as pas touché terre, le mec il t'a sorti que des combos de ouf, machin, truc, boum, voilà, terminé. Et l'investissement, la peinture, l'argent, le temps, faire ta liste d'armée, ce qui est aujourd'hui hyper long, venir, prendre de l'essence dans ta bagnole, t'engueuler avec ta femme parce que Non, mais c'était pas le oui, bien moment, sûr. mais tu y vas quand même. T'as la pression parce que l'autre elle va t'appeler parce que alors l'autre, si tu vois ce que je veux dire, c'est Oui, pas oui, femme-homme, hein, j'ai bien on s'en compris, fout. j'ai bien compris. Machin. Euh, T'arrives, tu prends enfin, tu Une jettes tes tôle. dés, t'as pas de chat, tu prends une targette de fou. Moi, je comprends qu'il y a des mecs qui pètent les câbles. Parce que ça demande un investissement. Hmm. Effectivement, si t'as zéro investissement, t'arrives là comme un. Alors, je dis ça parce que les gens ne comprennent pas ça. Des fois, les gens ils disent ah mais pourquoi il s'énerve lui il jette enfin c'est juste un jeu c'est juste un jeu. Non, enfin, dans la vie, quand tu fais vraiment un Bien sûr. investissement, c'est toujours. Si tu joues le dimanche à un sport que tu ne maîtrises absolument pas, genre, tu sais, le petit tournoi de ping-pong entre potes après le barbecue un peu fin bourré, en général, c'est comme le molki, quoi. Tu veux dire, ça va, quoi, tu vois. Mais tu vois, dans ces cas-là, en fait, c'est con, mais t'es un super joueur qui a investi beaucoup de temps, d'argent, d'énergie dans la conception de son armée, il a crash testé dans les associations avec des potes, etc., testé des combos, enfin bref, tu as passé beaucoup de temps, tu te pointes sur un tournoi où tu te prends la méga tôle. Si dans ce tournoi-là, avec 50 participants, il y a 5 nouveaux, et qu'à un moment, tu as été utile à un nouveau, parce Ouais, qu'il t'a posé une exactement. question, ça remet tout à plat en fait. Parce que là, on touche pas juste à la chance, à ta stratégie ou je ne sais quoi. Là, on parle finalement un peu de rapport humain. Tu as été utile à quelqu'un parce que tu lui as expliqué tel truc. Et du coup, ça permet aussi de relativiser. De te dire, ouais, Exactement. ouais en gros, je me suis pris une tôle. Mais par contre, lui là-bas, il a réussi à faire ça. Et c'est, entre guillemets, et ça c'est l'ego, grâce à moi parce que je lui ai expliqué. Tu vois le délire. Enfin Ah, bref, absolument. je pense que les nouveaux, c'est putain d'important dans, dans Donc, tous et c'est les ce qu'on univers de disait passion. en off tout à l'heure, c'est-à-dire faire grossir le gâteau versus se partager des plus petites parts. Ouais. Voilà. Mais justement, on va revenir un petit peu donc à la chaîne YouTube 40K Wargamer TV. Euh, Aujourd'hui, est-ce que tu souhaites orienter cette chaîne de manière professionnelle? Ce que je veux dire par là, parce qu'on ne tourne pas autour du pot, est-ce que tu veux en vivre? Oui, ça a toujours été le but.
Ça a toujours été le but. Sortie du confinement, du long confinement alors, comment dire? Je pense, Yoyote le non, vieux. mais je pense que ce serait intéressant, avant que tu m'expliques cette réponse, c'est moi qui suis allé trop vite dans mon raisonnement, que tu m'expliques brièvement, parce que c'est pas possible de raconter 47 ans de vie en 5 minutes, mais en gros, qu'est-ce que tu as fait dans la vie avant? Alors, j'ai fait des études tout à fait classiques. Je suis allé dans des facs, des machins, des trucs. Et puis après, j'étais organisateur de spectacles, en gros. Et puis ensuite, j'ai travaillé dans 2.0, c'est-à-dire tout ce qui est création de sites, ainsi de suite. Voilà. Ensuite, j'ai travaillé au ministère de l'Intérieur. Voilà. Donc pas forcément dans la police judiciaire. Ok, mais en gros, du coup, on a quand même, et c'est sans aucune critique, hein, mais un parcours en zigzag, puisque visiblement, Ouais, t'as mais quand moi même... je suis quelqu'un qui fait ce qu'il a envie au moment voilà. Alors ça se paye, hein, cette liberté-là. Oui. Ça se paye en plein de choses, hein. Mais Au ça boulot, se t'es paye du genre à t'emmerder au bout de 5 ans quand tu penses avoir fait le tour, c'est ça le problème? Enfin, le problème, entre guillemets. exactement. Je vois. Et après, eh bien, j'ai déménagé. J'ai eu un restaurant. Donc j'étais chef d'entreprise Encore un et puis zigzag. voilà. Après j'ai fait de la musique de manière professionnelle Ok. et parce que je le faisais en pointillé. Puis à un moment je me suis dit bon, je vais le faire de manière professionnelle tant qu'à faire. Et puis parallèlement à ça, j'ai fait du sport pendant toute ma vie, pas de haut niveau, mais voilà. Ouais, soutenu, de manière soutenue, quoi. Ouais, voilà. Donc du tennis, du football, du rugby, du football américain, entre autres. Ok. Et donc il faut caser tout ça dans des semaines, si tu veux. Ouais, Ça bah, bien plus sûr. le hobby. Moi, quand les gens ils me disent j'ai pas le temps, je dis ah bon, t'as pas le temps? Ok. Mais après, ça c'est au détriment de plein d'autres choses. C'est-à-dire que j'ai pas d'enfants, voilà. Donc c'est vrai que quand on a des enfants à s'occuper, une famille à structurer et ainsi de suite, c'est plus la même parce que quand tu vas bosser pour bouffer, c'est plus la même. Mm. Donc ça, je comprends très très bien. Enfin, Et au donc détriment, après. pas forcément, c'est une question de choix. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pas Oui, tout forcément à fait. négatif. Ouais, ouais. Ouais, Mais ce que je veux dire, c'est que quand je parlais de payer le prix, tu finis toujours par payer le prix à un moment. Tu ouais, vois, tu l'as, ouais. Les conséquences, quoi. voilà, exactement. Et bah justement, à cette période il y a 2 ans et demi, là, quand il y a eu juste avant le confinement, je me suis dit, bon, maintenant, Pépère, t'as 45 balais, il va falloir que tu te calmes 2 minutes, Mm. arrête de changer sans arrêt, machin, truc bidule, il faut que tu te remettes dans le circuit d'un boulot normal, stable, ceci, cela, Et enfin du coup, voilà. tu t'es dit que t'allais faire une chaîne YouTube. Non, mais c'est pas ça. Du coup, j'ai réactivé plein de réseaux et je me suis fait jeter de partout. Tu D'accord. vois, des réseaux politiques, des machins, des trucs. Je me suis dit, ouais, les vieux copains, machin. Alors, les vieux copains, ils sont toujours députés, ils sont toujours ceci, ils sont toujours cela, ils sont toujours à la tête de ces différents ministères, ou tout ce que tu veux. Mais ils m'ont dit, ouais, mais tu sais, t'habites plus à Paris maintenant, t'es plus dans le réseau, Ouais. t'es plus dans le truc, donc ce serait bien que, sinon il faudrait que tu reviennes habiter Paris. Alors ça, je dis, c'est hors de question. Enfin voilà. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais, étant donné que je suis trop abîmé pour continuer à faire du sport ou être prof de tennis ou autre, bon, machin, je me suis dit, bon, ouais, qu'est-ce que je pourrais faire que je connais, un truc que je connais, une maîtrise. Bon, il se trouve aussi qu'à ce moment-là, j'ai perdu ma maman, mon frère et mon oncle, donc ça a été un petit peu compliqué. Et je me suis dit, voilà, qu'est-ce que tu peux faire dans le temps qui te reste, qu'est-ce que tu vas faire qui pourrait te faire plaisir, un truc que tu maîtrises, un truc que tu connais, que tu pourrais partager avec les autres. C'est-à-dire, là, on n'est plus dans une logique d'ego. Alors moi, j'ai absolument aucun ego avec 40K Wargamer TV, par exemple. Contrairement à quand on travaille dans un ministère, par exemple, il y a des notions d'ego, on travaille avec des préfets, avec des machins, des trucs, on a des hauts postes, machin, donc il y a de l'ego tout le temps, en fait. On est en réunion, on est en train de se battre sur des projets, des machins. Là, d'ailleurs, moi, je fais ça, je connais un truc, je connais pas tout, et de manière empirique, quand tu es au début de l'affaire, en général, à la fin, si t'as pas trop lâché le truc, tu connais des trucs. Ouais, absolument. Absolument. Là, comme toi, par exemple, par rapport à l'impression 3D, moi j'y connais Quick, mais toi, tu as mis les doigts dedans direct dans la prise. Donc si tu veux, bah, quelque part,
Oui, oui, bien En sûr, bien 20 sûr. ans, tout le cheminement, tu le connaîtras. Enfin, il y aura Ouais. des choses que tu sauras démêler parce que tout simplement l'expérience est là, quoi. Les connaissances de l'évolution d'un système, quel qu'il soit, en fait, ça aide aussi à comprendre certaines choses. C'est tout l'intérêt de l'histoire, hein, aussi. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, tout l'intérêt de ce que pourrait être une certaine forme de respect des anciens, alors je ne me considère pas comme un ancien, mais qu'ont certaines sociétés, notamment les sociétés africaines, versus nos sociétés soi-disant moderne dans lequel on met les anciens de côté dès Mm, qu'ils voilà et mm, surtout dans des EHPAD pour que voilà mm, qui chouinent pas trop et qui nous emmerdent pas. mm. Bon, ça c'est autre chose. Ouais. Et donc cette connaissance-là, je me suis dit qu'est-ce que je peux en faire. Alors il se trouve que comme j'avais fait des études d'audiovisuel machin, bon bah je savais à peu près me servir à l'époque. Ouais. Parce que je peux te dire que quand il a fallu s'y remettre, ça a été assez compliqué. Tiens, on peut faire tout ça avec un téléphone. Ouais. Alors moi j'ai des potes qui sont dans le cinoche, si tu veux, ils se foutent de ma gueule. Ils me disent ouais mais non, il te faudrait que tu aies une caméra machin, un Et truc oui, mais comme parce que ça. tout a step up en fait, forcément, tout a vraiment augmenté dans tous les sens. Et du coup, nous aujourd'hui, on fait des trucs géniaux avec un smartphone. Ça veut dire que derrière, sur de l'aspect pro, ça a pris du niveau de ouf aussi, quoi. Exactement. Et donc tout a été le deal, ça a été de se dire voilà, j'ai un petit peu d'argent, 3-4 000 balles à mettre dedans, on refait une pièce. Euh, je te le disais, grâce à la compagnie Val-de-Mort, bah, tout ce qui était tapis, matos, tout ça j'avais. Bon, il se trouve que j'ai 3 ou 4 armées de battle paint et puis à peu près 5 ou 6 armées de 40 000 peintes à l'époque, maintenant c'est 7 ou 8. Donc j'avais tout ce qu'il fallait pour le faire en fait. Ouais. J'avais les vieux trucs à montrer aux gens, les trucs nouveaux, les relations entre guillemets, parce que bon, bah, ça se perd pas, on retrouve des vieux potes, machin truc. Mhm. Et donc je me suis dit bah banco quoi. En plus de ça, j'ai commencé à regarder. Alors c'est marrant d'ailleurs parce que la première chaîne YouTube que j'ai regardée c'était Iggy TV Ouais. sur le hobby, hein. Je regardais YouTube mais je m'étais jamais dit tiens le hobby je peux le regarder. Enfin peux, je peux apprendre des trucs par YouTube. Mm, Pour moi mm. c'était vraiment Bah, un milieu de niche vraiment ouais. en dehors d'Internet, quoi. À un moment, j'ai tapé, je sais plus quoi, parce que il y avait un point de règle qui m'échappait et tout, et je suis tombé sur une vidéo d'Iggy TV où il expliquait le mouvement, je crois que c'était en V7 ou V6, V7, Mm. et je me suis dit ah ouais tiens c'est sympa tiens ce qu'il fait. Puis ça, après il y a eu Ivy Du j'ai- French Game Studio. ah, que j'ai connu dès le début, enfin que j'ai connu, c'est-à-dire que dès qu'il a fait les premières vidéos, je suis tombé dessus. Ouais, vachement bien, vachement frais, vachement voilà. Donc bah, je disais tout, j'ai essayé de vraiment, quand il se lançait, il avait 1000 personnes ou 2000 personnes, je disais à tous les gens, je disais allez abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. J'allais dans mon club, je disais toi t'es abonné, toi t'es abonné, toi t'es abonné. Non, bon non, moi je regarde pas YouTube. Je dis je m'en fous, tu fais un truc. Et c'était même pas pour moi, tu vois. Et Je donc comprends, je c'était comprends, je rigolo. comprends. Et parce que je me dis ah qu'est-ce que c'est cool et tout. Et donc à cette période-là du confinement où je m'étais fait un peu jeter de partout, que ceci, que cela, avec un peu de temps, et puis aussi un changement effectivement de vie, parce que la perte de ma maman et autres, Ouais. puis allez, je vais essayer de faire comme il vit. Mais comme je fais pas comme il vit, parce que moi je ne sais pas faire ce qu'il fait, et on n'est pas de la même génération, je vais le faire avec mes standards de la radio, avec mes standards de connaissances. Mm. Bien Voilà, sûr, c'est-à-dire bien sûr. quand on fait une émission, on fait un conducteur, le traitement du son, il se fait comme ci, comme ça, machin. Et j'ai pu, je pense, réduire des coûts Ouais, 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 je de comprends. production avec des bidouilles d'ingénieurs du son, avec des bidouilles de copains qui me disaient ah ouais, si tu mets ta caméra comme ça, il se passe ça, machin, mets ta lumière à cet endroit-là, ceci, cela, coupe les ombres, enfin des machins comme ça. Donc C'est, voilà. Et au début, c'était une catastrophe. Si je regarde les premières vidéos, c'était mais catastrophique. je vois le principe, mais bon, encore une fois, faut remettre ça au niveau. Fatalement, là, je vais comparer la qualité de tes vidéos avec les miennes. Tu dois être à peu près à 15-16 étages au-dessus, tu vois, en termes de qualitatif sur le plan du son, sur le plan de la prise de vue, sur le plan aussi du changement de plan. Après, moi, j'ai pas l'envie de vivre de ma chaîne YouTube. Et ce que je veux présenter sur ma chaîne, c'est j'ai besoin du fond, mais j'ai pas besoin de la forme.
en gros. C'est ce que j'allais te dire. Je pense qu'il faut se méfier quand même de ça. Et là, je fais aussi l'autocritique de nous comme des autres. Hein. Cette espèce de prédominance de la forme sur le fond qui est très dans l'air du temps, si tu veux. Mm. Il y a quand même un paquet de monde qui crée du contenu avec des petits spots de lumière rose derrière soi, dans lequel le fond n'est absolument pas là. Mm. C'est un peu l'histoire de, alors, entre guillemets, hein, c'est l'histoire. Des fois, on m'envoie des vidéos, comme j'ai été musicien pendant longtemps, on m'envoie des vidéos. On dit, oh regarde, il y a un gamin de 7 ans qui joue du blues. Ah, mais c'est bien, c'est un gamin de 7 ans qui joue du blues. C'est-à-dire, on met aussi un ballon sur le nez d'un phoque. Tu vois, enfin, je veux dire, non, c'est un gamin de 7 ans qui singe ce que pourrait être un musicien qui a de l'expérience, dont la vie lui a appris une expérience et qui va leur retransmettre de manière émotionnelle. Le côté singe savant, il faut voilà. Ouais, je Et, comprends. et la différence entre le fond et la forme, est bien souvent, actuellement, on va privilégier. Voilà, des fois, il y a des gens qui me disent, mais pourquoi tu mets pas un spot rose, un machin, un truc, un néon, un machin en plus? Alors, faut respecter les codes. Si tu les respectes pas, tu te mets hors jeu tout seul, ça c'est sûr. Mais à un moment, de temps en temps, il faut mieux investir, de mon point de vue, investir dans le fond, Mm. travailler ton fond vraiment, Ouais, mais du que coup, la forme. c'est ça. Mais en fait, je pense que ce choix d'investir plus dans le fond que dans la forme, c'est une histoire d'investissement qui, elle, n'est pas financière, mais en temps. Euh, on est dans un monde où le temps c'est de l'argent, mais bon, je suis pas fan du tout de ce genre de dicton, mais malheureusement c'est un peu une réalité. Mais le truc c'est que si tu veux investir dans le fond pour être plus intéressant, il faut y réfléchir plus. En fait, c'est aussi simple que ça. Il faut passer plus de temps à réfléchir au sujet que tu veux aborder pour en voir tous les axes possibles de réflexion, lesquels tu veux partager, lesquels tu veux mettre en avant. Et du coup, ça c'est de l'investissement en temps, et c'est exactement ce que les gens ne veulent pas donner aujourd'hui. Globalement, c'est le temps. Mais c'est un peu comme dans les associations ou bien dans l'organisation de grandeur nature ou quoi que ce soit. Oui, 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 c'est ça. Enfin, je veux dire, ce qu'il faut, c'est un petit peu le problème des jeux vidéo actuellement. Et c'est un peu le problème du cinéma actuellement aussi. C'est-à-dire, c'est la différence entre le fond et la forme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes d'effets spéciaux, on déboîte tout ce qu'on veut. Si tu considères les derniers Star Wars par rapport à ceux qui sont sortis en 78, Mm. rien à voir en termes de capacité, de puissance, de tout ce que tu veux. Et d'ailleurs, c'est extra de penser que Amazon va pouvoir peut-être sortir des trucs sur Warhammer 40 000 et ainsi de suite, puisque Putain. maintenant, on a la capacité de le produire tout simplement en images. Ouais, ouais. Pourtant, Il y a de nombreuses inquiétudes à propos de ce sujet-là. ouais, mais pourtant, bah justement, on devrait pas en théorie. Parce qu'avant, la limite, c'était la limite technique. Aujourd'hui, la limite technique n'existe plus et on se dit, ah ouais, mais il va quand même falloir trouver un mec pour réussir à écrire un scénario pas trop pourri. Et c'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que aujourd'hui, les films Star Wars, de mon point de vue, bien sûr, hein, les films Star Wars des années 78, par exemple, pour moi, New Hope ou l'Empire contre-attaque restent les meilleurs Star Wars. Alors que même s'ils ont été retouchés, en plus moi j'ai connu les premières versions, et il y a des fois ça pique un peu les yeux, quoi, si tu veux, Ouais, mais ouais. c'est-à-dire, ils tirent pas beaucoup de laser quand même. Ouais, non, mais je vois. Alors que dans la scène d'intro de la menace fantôme, déjà t'as plus de lasers et de combats spatiaux et de gunship machin truc bidule que dans les 3 autres films réunis, si tu veux. Et pourtant il y a beaucoup. Enfin, c'est une affaire de goût, mais. Après, sur l'aspect du fond et de la forme, il y a aussi un autre truc qui a émergé depuis peut-être 2-3 ans sur Internet au sujet de notre hobby et sur YouTube. C'est ce que j'aurais tendance à appeler, pour ne pas dénigrer du tout ce travail, parce qu'il peut être qualitatif, c'est les journalistes du hobby. C'est-à-dire que ces contenus, alors Iggy en fait, AS Miniature en fait, Pierrot en fait, c'est des gens qui viennent pour nous informer. Et c'est très clairement ce que je faisais au début. Voilà, sans qu'on ait besoin de creuser, bah tu vois, toi aussi tu l'as fait, sans qu'on ait besoin d'aller chercher sur 20 sites différents Très bien. les nouvelles arrivées. Et ça, dans le fond,
c'est pas très compliqué à faire, sur le plan technique, j'entends. À partir du moment où soi-même on est passionné, on se tient informé de tel site, tel site, tel site, les condenser pour en faire une vidéo, bah, c'est facile. C'est pas très compliqué, il suffit de savoir bien s'exprimer. Ouais, c'est facile. C'est facile, oui et non. C'est un petit peu toujours la même chose. C'est-à-dire que qu'est-ce qui définit un bon journaliste d'un mauvais journaliste? C'est-à-dire que dans tous les cas, tu vas toucher ton agence AFP, tu vas aller chercher le matin ou la nuit, parce qu'en général il fait pas encore jour. Tu vas chercher sur l'AFP, t'envoie voilà, les annonces, les machins, les trucs. Tu vas en faire un tri. Tu vas décider d'abord de prendre un certain point de vue. Tu vas lire les journaux, les journaux du jour, ainsi de suite, ou les magazines si tu fais une émission hebdomadaire, et tu vas définir quel point de vue, ta ligne éditoriale, quel point de vue tu vas mettre. Et après, tu vas choisir, soit que ce soit toi qui le fasses, soit une voix féminine, soit un machin, soit un truc, ceci, c'est cela. Bon. Donc c'est évidemment, je veux dire, maintenant on appelle les speakerines des journalistes. Pour moi, avant, un journaliste, c'était un mec qui allait sur le terrain pour avoir des infos. Maintenant, bon, voilà, chacun son truc. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, de tout temps, si tu veux, dans toutes les rédactions, c'était comme ça. Alors maintenant, nous, sur YouTube, on a souvent des rédactions de une personne. Donc, voilà. Oui, mais on a l'avantage d'avoir toutes les informations au bout des doigts, presque. Et aussi, on a un sujet restreint et qui ne touche pas nécessairement à l'aspect politique. On est dans la chronique des sports, si tu veux. Oui, donc voilà, nous, c'est ça. C'est ça. Ou des chiens écrasés, ça dépend. Ouais. C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment dans cette optique-là, dans ce traitement, le choix de l'angle du traitement que les choses se font. Si on considère le JT, par exemple, que moi que j'ai fait pendant plus de 2 ans et voilà, c'était un JT qui était monté. Donc avec un aspect temps qui était déjà le fait d'avoir les infos, de les réécrire entièrement et de les monter avec des images et ainsi de suite, pour donner, si tu veux, un magazine par semaine ou tous les 15 jours après, qui en quelques minutes retraçait ce qui se passait dans le hobby. En ce qui concerne Games Workshop. Pierrot, lui, de son côté, faisait tout ce qui était sorti des autres éditeurs et ainsi de suite. Et ça marchait, voilà. Historiquement, après avoir discuté avec Vincent de Planet Wargame, il me disait, écoute, nous on le fait dans notre émission du mardi toutes les semaines ou tous les 15 jours, ça nous prend du temps et tout, est-ce que tu veux qu'on prenne le tien, qu'on le mette dans notre émission? Donc j'ai dit, bah écoute, moi à l'époque j'avais 1000 abonnés, hein, si tu veux. Donc alors c'est pas que j'en ai beaucoup maintenant, mais enfin voilà, toute chose étant voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai dit ok, ça marche, voilà, on fait comme ça, et non seulement ça me faisait plaisir, ça validait une certaine forme du travail par rapport à une petite chaîne, et en plus de ça, comme je regardais ces émissions, c'était marrant parce que je pouvais me débriefer d'autant plus. Ouais. Et de savoir ce que les gens pensaient presque en regardant le chat ou simplement en entendant Timmy à l'époque qui me mettait un fion ou quoi que ce soit en disant on a l'impression que c'est l'ORTF quand tu parles, c'est vraiment à l'ancienne, bonsoir. C'était très comme ça, c'était le JT du Wargame, tu vois, un peu comme ça. Et c'était voulu en plus de ça, puisque c'était l'idée, ça s'appelait le héros du Wargame, donc c'était l'idée de faire un petit peu comme le héros Citadel, si tu veux, de l'époque. On fait ça, on a bien bossé ensemble. Moi, ça m'a permis de développer aussi, et parallèlement à ça, ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire des rapports de bataille et des choses comme ça. Ok, après, il y a d'autres gens qui ont fait des JT. Ouais. Notamment Iggy, qui s'est mis à faire un JT, et qui était un JT en direct, entre guillemets, c'est-à-dire que il allait sur Warhammer Community, le truc, il le lançait, ou Ice Miniature, c'est la même chose, et il lisait les news au fur et à mesure, et donc fatalement, comme c'était pas monté, c'était avant. Moi, si ça sortait le mardi, lui, ça sortait le lundi matin, puisque les news étaient le dimanche, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et après, il y a une espèce de petite course, mais qui n'était sans doute pas voulu, je pense, qui était de savoir qui va sortir les news le plus tôt. Et là, je me suis dit, c'est pile poil l'engrenage de merde. C'est pile poil l'endroit où il ne faut pas aller, parce que qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à faire comme CNews et BFM, c'est-à-dire à sortir de la news, sur Twitch ou ailleurs, puisque Twitch s'y prêtait bien. On m'a dit pourquoi tu vas pas sur Twitch. Je dis parce que je vais pas sur Twitch. Moi, toutes mes vidéos, elles ont vocation, enfin, sauf les vidéos live, mais elles ont vocation à être pérennes.
Quand on fait l'histoire de la figurine, c'est pour que ce soit pérenne. Quand on fait le héros en balade dans un tournoi de Blood Bowl, c'est pour que ce soit pérenne, que les gens découvrent un truc, tu vois ce que je veux dire. Et qu'on puisse le Quand je fais... regarder aussi longtemps après, sans pour Exactement. autant. Oui, oui, je vois Voilà. très bien. Un Vie ma vie de Cadien, par exemple, qui sont des interviews un peu personnelles, machin, bah... Pourquoi tu ris? Parce que je l'ai pas vu cette vidéo, mais le titre fait que je vais aller regarder, c'est obligé. Bah, en fait, c'est un peu la même chose que ce que tu fais. D'accord, ok. Mais justement, les gens, ils m'ont dit, ah, il y a Esquisse Miniature, il fait des interviews, c'est ce que tu faisais dans Vie ma vie de Cadien. Les gens, je leur ai dit non. Alors pour le Esquisse coup, tu vois, Miniature, il a son histoire, il je a son savais truc. pas En du plus, tout. il connaissait certainement pas la chaîne à ce moment-là. Ouais, pour le coup. Et je veux dire, faire une interview, faut arrêter de dire, faire des interviews, c'est Oui, un truc. c'est ça. Les formats sont pas propres. On n'invente plus grand-chose aujourd'hui. Hein, on va pas se mentir. Exactement. Euh, Les formats, c'est les formats de la télévision, c'est les formats du journal papier depuis toujours. Alors, ouais, ouais, ouais. interview, le reportage, ceci, les rapports de bataille. Quand les gens, un jour, il y a un mec qui m'envoie un mail, il me disait, ouais, quand on aura marre de singer Ivy dans French Wargame Studio. Mais je dis, je singe personne. Ouais. Que sinon, lui, il singe les chaînes anglaises d'avant, qui elles-mêmes singeaient les Oui, oui, rapports de non, mais bataille qui étaient dans les White Dwarfs, et ainsi de suite. bien sûr. On est, Non, mais ça, après, tu peux malheureusement rien faire contre les gens qui veulent y voir quelque chose. Que tu leur dises non, pas du tout. Et ça sert à rien de se battre contre ce que la personne a envie de voir. Si elle a envie de voir que tu es en train de singer, machin, malheureusement, c'est clair. tu peux pas grand-chose, quoi. Si Euh, demain je me fais une petite, voilà, je peux et pas parce que j'ai pas de barbe. et Et on va me dire, ah, tu veux faire comme Aaron? Bah j'ai le non, souvenir je trouve d'une que ça classe. vidéo, c'était un vlog que je tournais dans mon jardin et j'avais un chapeau, un Aïe aïe aïe. Borsalino. Et dans les commentaires, j'ai eu un tu fais comme Iggy TV, tu te mets au chapeau. Je dis non, il y a du soleil, je mets un chapeau en fait. C'est aussi simple que ça. Enfin bref. Donc voilà, quand les gens veulent y voir un truc, bah écoute, très bien. C'est pas grave, ça change pas le fond quoi. Et je Euh, pense que le JT, si tu veux, en tant que tel, c'est un bon format pour les gens. C'est-à-dire que nous qui sommes sur les chaînes YouTube, et je me rappelle qu'une fois, Ivy, il avait eu une phrase un peu maladroite comme ça, dire ouais, les mecs qui font ça, c'est pas vraiment du taf et tout. Et je me rappelle qu'Iggy était dans le live et qu'il lui avait dit ouais, c'est pas très cool quand même ce que tu viens de nous balancer. En fait, ils se rendent pas compte, enfin, ou on se rend pas compte, moi non plus d'ailleurs, à quel point les gens à quel point ça va vite, à quel point les règles sortent vite, à quel point, je veux dire, on n'est plus du tout dans une logique, on est vraiment dans une logique sportive. hmm. C'est-à-dire que moi, mais les gens même de l'assaut, ils me disent, ah c'est cool, j'ai regardé le JT, qui est maintenant avant un live qui s'appelle Les Vioques. Du coup, j'ai eu les Oui, infos oui, de oui, prix, les oui. infos de livraison, les infos de ce qui sort, et ainsi de suite, parce que j'ai pas le temps d'aller sur Warhammer Community, de traduire la page, même si avec Google Trad ça va vite, j'ai pas le temps de m'occuper de ça, machin. Non, mais Je suis- je suis parfaitement d'accord avec le fait que quand je parlais de ces journalistes du Wargame, c'était pas du tout une critique parce que moi-même, en tant que passionné, j'ai pas le temps de me tenir informé des sorties Ouais. Games Workshop, j'ai pas le temps de me tenir informé de Star Wars Légion, machin. Et pour autant, j'ai envie, et je vais même dire qu'il y a aussi un aspect de besoin sur l'aspect professionnel qui va Absolument. derrière, d'être informé de tout ça. Donc c'était pas du tout une critique. Par contre, Non, par ouais. contre, je suis quand même d'accord avec le fait que, et là il faut le prendre avec des pincettes ce que je veux dire, mais que c'est pas un travail de dingo. Si tu veux, c'est quand même, il faut remettre son ouvrage. Moi, honnêtement, je suis content de ne plus être obligé de le faire sur le dimanche, d'être plus obligé d'écrire entièrement, parce que pour écrire 7 minutes de script, ben, c'est 3 heures de taf, histoire de dire des mots correctement, parce qu'après, on se fout de ta gueule en disant, ouais, tu sais même pas parler. croirais le journal. Ouais, non, mais non, c'est pas ça. C'est-à-dire que ce qui est rigolo, c'est que quand tu écris tout et tout machin, après, on te dit, oui, t'as un ton vachement ORTF, tu vois. Mais oui, mais quand t'écris pas, en fait, on se rend pas compte. Mais toi qui as fait du montage et tout, en fait, les E, il y en a partout, Bien sûr. les tics de langage, il y en a partout, et ainsi de suite. Alors sur une vidéo en live, ça passe. Si tu fais du condensé, si tu fais un mode un peu publicitaire ou un mode un peu magazine, tu peux pas faire ça, en Mm. fait. C'est juste que c'est inaudible.
Alors le super passionné, il va regarder parce que effectivement lui il veut l'info. Donc même si tu veux, c'est le mec qui regarde Canal+ quand c'est crypté, tu vois, je veux dire. Mais ouais, Mais, absolument. Mais dans tous les cas, je pense que donc ces vidéos d'information, je pense que ceux qui ont, s'il devait y avoir eu un combat quelconque à un moment, ceux qui gagnent, c'est finalement ceux qui sont en live. oui, En fait, c'est l'interface directe ça. qui va niquer le game. Du coup, si jamais de demain, nous-mêmes, on veut aborder le sujet de la sortie de tel truc, il faut qu'on prenne un autre angle que, Oui. que le côté exclusivité, nouveauté, informatif. Et Et plutôt qui est un l'angle de angle. l'expertise. C'est ça. L'angle de l'expertise et par exemple moi qui ne connais rien à l'impression 3D, si il y a une chaîne, alors je sais pas si tu le fais, j'ai cru voir en pointillé que tu le faisais. Il y a une bécane qui sort, celui qui va t'expliquer que la bécane sort, super. Puis il y a celui qui va t'expliquer ce qu'il y a dans la bécane et pourquoi elle est bien et pourquoi elle est pas bien et comment ça fonctionne. Et ce type-là va fatalement devoir la tester ou tout au moins réunir un certain nombre d'informations qui sont des vraies informations et non Mm. pas des informations données par l'éditeur. Et à ce moment-là, il y a le test qui va avec et ainsi de suite et ainsi de suite. Ouais. Et typiquement, Moi, c'est ce que moi je veux faire avec Asmodée en mm. termes de voilà. Et je pense que euh, ça fera peut-être moins de vues dans l'instant. Ta vidéo étant pérenne, elle fera plus de vues Sur le long, si tant est ouais, sur le long tant terme. est que le nombre de vues soit important. Parce qu'en fait, Et après, il y a aussi une histoire. Là, si on veut rentrer un petit peu plus dans la technique, il y a une histoire de qualité d'audience, absolument. de qualité de transformation. C'est-à-dire qu'en gros, on appelle ça la rétention et on appelle ça aussi, dans le cas d'un site internet qui vend en ligne, de transformation. Tu as 1000 personnes qui viennent sur ton site, c'est génial s'il y en a 10% qui achètent. Par contre, s'il y en a 0,1% qui achètent, ça ne sert strictement à rien d'avoir ton site. Et c'est la même chose dans le cas de YouTube. Déjà, il faut que les gens restent sur les vidéos. Donc, dans le cas de Bistrofig, c'est un format qui est plutôt cool parce qu'en gros, si la personne accroche à nos tronches et à nos voix, elle va rester. Non, mais globalement, elle va mettre ça en fond, elle va faire autre chose, c'est une certitude. D'ailleurs, je te vois, toi, qui est en train de peindre tes figurines quand tu écoutes ça. Je suis sûr qu'il y en a un qui est en train de Oh oui, il n'y en peindre. a pas qu'un, à mon avis. Oui, effectivement, mais Voilà. c'est bien. Ça prouve bien. Donc, On est avec eux. c'est ça, il y a cet aspect de rétention. Par contre, l'aspect de transformation, il n'y est pas parce qu'on ne vend rien, en dehors potentiellement de nouveaux abonnés à ta chaîne ou ce genre de choses. Si sur ce format-là, on abordait le sujet d'un produit, c'est le cas dans le cas de l'impression 3D, il y a des chaînes qui font ça, où ils vont faire l'interview avec un produit, et donc avec l'ingénieur qui a travaillé sur le produit, ce genre de choses. C'est des vidéos qui vont avoir un taux de transformation de ouf au moment de la vente, et qui vont déclencher des ventes derrière. Parce qu'il y a un créateur d'un côté, un journaliste de l'autre, entre guillemets, je mets ça entre guillemets, un youtubeur, quoi. Mmh. Et ça rassure les gens. En fait, ça rassure les gens puissance 1000. Par contre, en termes de quantité de vues, c'est dérisoire. Oui, parce que c'est Parce que quelqu'un qui vont. Ouais. Il c'est faut pas déjà sexy. savoir ce qu'on va chercher pour y aller, quoi. C'est ça, c'est pas sexy. Ils vont aborder des sujets très techniques, etc. Donc si tu fais 1000 ou, allez, dans des cas exceptionnels, 5000 vues sur ce genre de vidéo, c'est génial. Par contre, tu vas générer une quantité de vente proportionnellement au nombre de vues qui est complètement dingue. Alors que tu as des vidéos qui ont des centaines de milliers de vues, qui vont générer la même quantité de vues que toi, finalement, parce que le fond est différent, en fait. Le fond est abordé de manière différente. Surtout, la forme est mise en avant, etc. Je suis Euh, bien d'accord avec toi. ouais, mais bref, j'aimerais juste, excuse-moi, je voulais juste parler de cet aspect-là, parce qu'on parlait du fond, de la forme, des journalistes, etc. J'aimerais finir, parce que ça fait plus d'une heure qu'on est ensemble, presque une heure et demie. J'aimerais juste en savoir un petit peu plus pour conclure sur comment tu envisages la suite de la chaîne pour arriver à en vivre. Parce qu'on va pas se mentir, les vues YouTube, ça suffit pas ou rarement à générer un salaire. Donc il faut soit des sponsors, soit très souvent c'est des sponsors, des placements de produits, ce genre de choses. Comment tu vas réussir à relever ce défi?
Alors, au départ, j'avais bon espoir de faire vraiment ça, mais j'ai toujours un peu cet espoir-là, vraiment d'avoir ce modèle économique de la radio associative, c'est-à-dire qu'en fait, comme ce serait un tube pour que tout le monde que tout le monde puisse passer un petit peu ses infos. L'exemple type pour moi, c'est NetEpic par exemple, qui est tipeur de la chaîne, donc qui est soutien de la chaîne, et qui, en échange de quoi, même si c'est un peu tacite comme truc, eh bien, tous les 15 jours m'envoie un petit mail avec ce qu'ils font. Même leur production YouTube d'ailleurs, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et moi, dans le cadre du JT et de la page, entre guillemets, du côté de chez vous, c'est-à-dire de qu'est-ce qui se passe dans la communauté, si tu veux, ça sera un peu comme un T3 ou un machin, où on nous va donner des informations comme ça. Bon. Alors, il y en a avec qui ça a très bien marché, comme la JH à Angoulême, NetEpic ou certains autres. Puis il y en a avec qui ça marche pas. C'est-à-dire que les gens viennent, me disent tiens, bah, est-ce que tu peux parler de mon asso? Bon, bah, en général, je dis oui, parce que de toute façon, c'est dans ma nature de dire oui, donc ok. Est-ce que tu peux parler de notre AG? Oui, enfin machin. Et puis je m'aperçois qu'ils sont pas tipeurs de la chaîne, par exemple. Oui, Sachant qu'on est tipeur de la chaîne à partir d'1 € par mois. Je rappelle juste que le litre d'essence est à 2 balles, tu vois. Et les mêmes me demandent des fois pourquoi tu viendrais pas dans notre asso pour filmer. Voire même d'autres qui me disent bah, pourquoi t'apporterais pas du matos, et du machin et des trucs, des tables, des ceci, des cela. Et je dis ok les gars, mais qu'est-ce que ça me rapporte? Je veux dire, au final, je veux dire, enfin, toi tu bosses dans ton truc, toi t'es je sais pas quoi, charpentier, ce que tu veux. Voilà, je veux dire, quand tu viens, tu fais un devis chez quelqu'un, tu fais pas gratos au bout d'un moment si il y a ah ouais, mais c'est un peu le problème en France, la culture gratuite ou le service gratuit. C'est-à-dire que, voilà, c'est le truc, venez chez nous jouer dans mon restaurant, vous serez connu. Ah, bah, non, enfin, je veux dire, mec, je m'en fous, quoi. Enfin, je veux dire, si je viens chez toi et que tu fais du bénéfice sur mon dos, ou que tu fais un truc grâce à moi, c'est gentil de renvoyer l'ascenseur. Bah, c'est des choses qu'on tolère quand même au départ comment dire, ne serait-ce que Lancer, oui, pour lancer le truc. amorcer, ouais. C'est évident, tout le monde utilise ce genre de levier. Et pour montrer aussi son savoir-faire. C'est-à-dire que moi, venant du monde de la radio, je fais un format qui est très très classique. Hein. C'est-à-dire les 4 premières secondes, tu sais, tu parlais d'accroche, ça m'a fait rire parce que c'est ça, les 4 premières secondes d'une pub, les 8 dernières secondes d'une pub, blablabla, tout ce qui est entre les deux, les gens ils écoutent pas ceci, cela. Et puis le fait que bah, moi, quand je fais un rapport de bataille, je parle de mes partenaires au début, j'en parle au milieu, j'en parle à la fin, enfin tu vois, ainsi de suite. Ouais. Donc je rentre des codes professionnels, entre guillemets, parce que je veux pas être rasoir avec ça, dans un monde plus ou moins amateur. Bon. Donc j'espérais que ça fonctionne. Ça fonctionne, je vais pas me mentir. J'ai un nombre de tipeurs par rapport à la taille de ma chaîne qui est exceptionnel. Je les remercie d'ailleurs, tous les tipeurs de la chaîne. Je veux dire, on a 5200 abonnés, on a plus de 100 tipeurs. Enfin, je veux dire, c'est un ratio qui est énorme par rapport à. Absolument, ouais. Je veux dire, même par rapport à des gens comme Historio Brest, par exemple. Moi, je regarde une chaîne qui s'appelle Historio Brest, qui est sur l'histoire de la Bretagne. Le mec, il a, je sais pas combien, entre 200 000 ou 400 000 abonnés. Il a 80 tipeurs, tu vois. Enfin, je veux dire, donc voilà. Donc, je m'estime très chanceux pour ça. Et je les remercie et j'essaye du coup de faire des choses le plus possible pour eux. C'est-à-dire que le partenariat que j'ai avec Click 29 Hobby donc de Manu, avec qui je fais les viocs, c'est avant tout pour les tipeurs. C'est-à-dire que je n'ai pas plus d'avantages qu'un tipeur de ma chaîne. Okay. Je paye exactement le même prix qu'un tipeur de ma chaîne. Et j'essaye, quand je fais des partenariats avec Torek, avec des autres, machin, de justement excuse-moi, je fais un peu de la pub pour eux sur ta chaîne, excuse-moi, mais il y a absolument aucun problème. Pour moi, il y a pas de montage. Non, pas du tout. Pas du tout. Et puis alors, pour le coup, pour moi, enfin, la concurrence est un faux problème. Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Et je pense que voilà, on est tellement, enfin, c'est l'information qui doit passer. La concurrence, elle vient après. Les gens, ils testent, et puis après, ils décident. C'est ça. Et donc, si tu veux, j'essaye les gens qui sont tipeurs, bah, justement, c'est un peu une carotte, machin, mais en même temps, c'est voilà, c'est pour que
espèce de logique de club, tu vois. On est dans, je comprends. même avec les autres chaînes YouTube d'ailleurs, c'est cet objectif. Est-ce que, si je peux me permettre, est-ce qu'il n'y a pas un potentiel décalage entre cette logique associative de participer à l'évolution d'une chaîne et pour autant la volonté d'en vivre? Alors justement, c'est là où vient tu fais bien de me recadrer parce que j'ai tendance à parler un peu trop. C'est là où vient la deuxième plan, c'est-à-dire le côté boîte de prod au-dessus 40 000 Wargamers, c'est-à-dire qu'il y a des partenaires qui d'abord me rémunèrent tous les mois déjà, et ça on va les multiplier, et surtout l'idée c'est de les multiplier par des partenaires qui sont des partenaires non hobby. Ok. C'est-à-dire que moi je pense que on est dans le hobby sur des logiques les magasins, les producteurs de tapis, les machins, les trucs, Ouais, bon, ils ont déjà des marges qui sont pas toujours exceptionnelles. C'est un petit peu, voilà, machin. En revanche, pour avoir travaillé dans la publicité, te dire que qui peut te... moi, j'ai un public 35-55. J'ai compris où tu vas, mais vas-y, continue. J'ai un public 35-55. J'ai d'ailleurs le plus haut taux de rémunération YouTube qui soit. Bravo. Voilà, donc merci. Mais bon, comme c'est 1 euro, c'est moi. Enfin, voilà, la base c'est 1 euro les 1000 vues, si tu veux. Donc moi, je suis largement au-dessus. Et voilà, donc merci les gars d'être des gens qui sont d'être la ménagère de moins de 50 ans. Et si tu veux, je me rends compte que les problématiques du wargamer de base, entre 35 et 55, c'est exactement la même problématique que la personne de base qui est entre 35 et 55. Mais bien sûr, en fait, je vois ce que tu veux dire. Je me permets juste de t'aider, entre guillemets, t'aider sur un truc, c'est que on est wargamer, mais c'est ce que j'essaye aussi de montrer avec Bistrofig, mais on reste des hommes normaux. En fait, on est comme tout le monde, quoi. Et du coup, on a les mêmes problématiques que tout le monde et les mêmes envies que n'importe qui. C'est pas parce qu'on fait de la figurine que Jean-Pierre, il aime pas aussi les belles bagnoles, ou qu'il aime pas aussi les montres, ou je ne sais quoi d'autre, ou qu'il va à la pêche, ou je sais pas quoi d'autre. Ah là, exactement. Et typiquement, je pense que... et d'ailleurs, ça se sent sur YouTube par les pubs YouTube en tant que telles. Ouais. On sent qu'il y a un up en termes d'âge. Si tu veux, quand tu vois... Aujourd'hui, c'est institutionnel. Hein, Renault fait de la pub sur YouTube, hein, clairement. Donc, l'idée, c'est que de dire... Ces gens-là, qui peuvent être... je ne vais pas trop en dire, mais voilà, qui sont des institutionnels. Voilà, moi, je touche 20 000 personnes, par exemple, par mois, ou 40 000 personnes par mois. Donc ça, c'est un fait. Mon format fait que ces gens-là, je leur parle. C'est-à-dire que c'est pas simplement un divertissement, c'est pas simplement on est sur les viewers qualifiés. Voilà, exactement. Et donc ces gens-là, non pas que je vais pas leur vendre, si tu veux, une assurance ou quoi que ce soit, mais dans le cadre d'un partenariat, c'est pas déconnant, machin. Et bien souvent aujourd'hui, des institutionnels qui sont moyennement gros. C'est-à-dire que je pense T'as fait de la politique à un moment dans ta vie, toi. Je suis désolé. Ah, ils m'ont viré. Cherche pas, ils m'ont viré. Je leur ai dit ce que je pensais. Ils m'ont dit non, monsieur, vous n'avez pas le droit. Dégagez. Ils m'ont viré. Et un jour, quand on se rencontrera, on en parlera. Tu verras. Ça marche. Et donc voilà. Non, donc en gros, ce que tu es en train de dire, c'est pourquoi pas intégrer des sponsors et des soutiens financiers qui permettent de continuer à faire vivre une chaîne autour du hobby, mais qui, eux, n'y seraient pas directement. Exemple, bateau. Et je vais te prendre un exemple très concret que j'ai eu il y a 3 mois, quasiment au moment où j'ai dépassé les 20 000 abonnés. J'ai reçu des mails qui n'ont rien à voir avec le hobby,
ça m'était déjà arrivé avant, mais pour des trucs pas connus. On m'a proposé des lampes, de faire de la pub pour des lampes, tu vois. Donc c'est pas vraiment du hobby à la base parce que c'est des lampes en fait, mais ça peut servir dans le cadre du hobby. Et là, plus récemment, j'ai eu NordVPN qui m'a contacté. T'en as forcément entendu parler si tu regardes des vidéos sur YouTube. Et des trucs qui n'ont absolument rien à voir en direct avec le sujet de ma chaîne. Et du coup, c'est C'est ça bien que ça. tu sous-entends. C'est bien, oui, parce que c'est d'autant plus mieux Ouais, que ça permet de libérer les épaules des soutiens. ouais, je Parce comprends. qu'aujourd'hui, les soutiens, les gens qui nous donnent des sous par Tipeee et tout ça, c'est du mécénat. Mhm. C'est des gens qui sont pour moi, c'est des actionnaires, au sens premier du terme, des Mhm. mécènes, vraiment. C'est-à-dire que, euh, euh, mais il ne faut pas se reposer uniquement sur eux, je pense, Mhm. parce qu'à un moment, eux, ils peuvent avoir des problèmes dans leur vie, ils peuvent avoir des soucis, ils peuvent avoir des machins, des désintérêts aussi. On peut aussi leur déplaire à certains moments et ils ont tout à fait le droit Mhm. d'arrêter de soutenir. C'est tout à fait logique. En revanche, c'est à nous, chaîne YouTube, quelque part enfin, quand je dis c'est à nous, chaîne YouTube, c'est un bien grand mot, chacun fait ce qu'il veut, mais d'aller montrer, un petit peu comme les associations le montrent au pouvoir public, Mhm. que le hobby génère des personnes stables, bankable, bla 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 bla. Mhm. C'est ce Oui, que je veux oui, dire. je comprends, je comprends. Je suis toujours étonné que quand on aille demander une salle dans une ville, hein, les pouvoirs publics vous disent non mais attendez, faites quoi là ah non mais vos trucs de jeux de rôle là, non non c'est satanique et compagnie, non non on veut pas de ça, nous on préfère des gens qui font qui font je sais pas moi, de la crapette ou du Scrabble. En fait, ce qu'ils comprennent pas, c'est que les gens qui font du Scrabble à 70 ans, ils en faisaient déjà à 50 et ils en Mhm. faisaient déjà à 45. C'est les associations de demain qui seront justement ceux qui vont gratter dans le dos pour avoir les voix, elles sont déjà là. Et c'est Donc nous, en fait. si malheureusement les EHPAD continuent, tu sous-entends que dans 20 ans, il y aura du Warhammer à l'EHPAD du coin, ou dans 40 ans. Écoute, ça va dans le sens de ce que disent en tout cas les Mais médecins, oui, oui, c'est-à-dire ça me choque pas. de dire qu'il faut avoir une activité mentale, et Dieu sait si jouer à des jeux de stratégie ça en demande, il faut avoir une activité mentale régulière et ainsi de suite, il faut se creuser les méninges pour éviter de devenir gâteux. Mais je suis curieux de voir l'EHPAD de rôliste, tu vois. Et pourquoi il n'y aurait pas Mais une oui. EHPAD de rôliste comme il y a. Mais si tu veux, moi, euh, imagine bon, t'as des enfants, imagine la génération d'en dessous qui est plutôt la génération jeux vidéo. Pourquoi ils s'arrêteraient de jouer aux jeux vidéo? Bien sûr, bien sûr. Tiens, pourquoi tu ne C'est une l'emmènerais pas jusqu'à passion. l'EHPAD ton jeu vidéo? Oui, oui, C'est, c'est une c'est- passion qui reste, et au même titre que il y a plus longtemps, ou même encore aujourd'hui, mais c'est plus rare. Moi, je suis dans la Bresse et il y a des gens qui sont passionnés par la pêche parce que on leur a mis une canne à pêche dans les mains à 7 ans. Et à 70 piges, ils vont pêcher aussi. Et c'est comme ça. Point. Exactement. C'est une passion. Et tant qu'ils peuvent, ils y vont, quoi. Ouais, C'est ouais, ça. ouais. Bah, moi, C'est ça. mon père est comme ça, et j'ai été à la pêche quand j'étais tout petit. J'ai passé, voilà. Mm. Et d'ailleurs, c'est des activités qui, paradoxalement, je parle de la peinture là pour le coup, sont assez connexes. Mm. C'est des activités je passe de la pêche au cou en tout cas, où Mm. enfin, il y a des grosses phases de méditation quoi. Ouais, bah oui. Le temps ne passe plus à la même vitesse Il quoi. peut y avoir des Un phases peu comme le yoga. d'introspection. Ouais, ouais, je suis d'accord. Exactement. Les moments de Et, peinture aussi. Ouais. Mais pourquoi ça meurt pas ça? C'est ça. J'avais une idée d'une dernière question à te poser. Oui, voilà, concernant donc Tipeee aujourd'hui qui est un soutien. Il y a aussi les revenus de la chaîne, etc. Moi, j'aimerais Pour le juste. coup, c'est Tipeee à 80. Oui, oui, Alors, j'en doute pas. voilà. Euh, Ce que je veux dire, c'est que moi, j'avais lancé aussi un Tipeee au moment où j'ai créé ma chaîne. Je suis resté peut-être 3 ans à 100 abonnés, hein. Tu vois, ça a Hum. été très très long qu'il y ait du public qui me découvre, tout simplement. Euh, Par contre, je dois avoir 5 ou 6 tipeurs qui sont là depuis le début. Mais à un bal, tu vois, mais ils sont là depuis le début. Un jour, j'ai décidé de faire une bascule quand j'ai réussi à faire des sculptures 3D suffisantes, de faire une bascule et de dire maintenant, Tipeee, Patreon et Tribes, qui sont deux formats différents
ça va être pour leur offrir ça tous les mois, à condition qu'il y ait un minimum, c'est pas 1 € par mois, c'est 8 € par mois. Et là, j'ai eu une explosion de gens qui sont venus parce qu'il y avait cette contrepartie. J'ai énormément de gens qui me suivent pas sur YouTube et qui viennent juste pour le contenu que je leur offre via ces plateformes. Est-ce que tu envisages du contenu original, donc ce que j'entends, créé par toi, autre que des vidéos, ou pas du tout? Absolument sans critique. Alors, absolument pas. Alors ça va être mon côté prêtre ouvrier, je sais pas. Absolument pas, parce que je pense. Et là encore, ce n'est que mon avis. Je ne juge pas ce que font les autres. Bien sûr, bien sûr. Absolument pas, parce que je pense que ce qui est important. Il y a quand même beaucoup de gens, il y a encore beaucoup de gens dans le hobby qui font du hobby, qui sont seuls chez eux, mais ça ne veut pas dire qu'ils habitent dans des petites villes. Hein. On est souvent seuls dans les grandes villes, en fait, qui sont soit seuls, soit détachés, soit parce qu'ils sont militaires, ils sont loin de chez eux, soit machin. Et le lien du hobby, si tu veux, c'est leur seul lien de normalité quelque part, ou de lien social. L'avantage du hobby étant ce que c'est-à-dire que c'est un jeu versus quelque chose où tu es complètement spectateur, comme le sport par exemple. Même si tu es passionné de football, tu pousses un ballon, tu n'es pas acteur quand même. Alors que dans le hobby, tu es quand même souvent acteur, que ce soit par la peinture, par l'apprentissage des règles, par la connaissance du fluff, ou ainsi de suite. Tu fais partie de ce monde-là. Tu n'en es pas complètement extrait. Les gens qui adorent le Real de Madrid, ils ont jamais, les 9/10e ont jamais foutu les pieds à Madrid, et ainsi de suite. Tu vois ce que je veux dire? Disons que c'est parce que notre hobby a plusieurs facettes et que tu peux très bien ne t'intéresser qu'à une seule facette, et c'est pas pour autant que tu fais pas partie. Voilà. Et ce que je voudrais, c'est pas pour des raisons bassement pécuniaires, si tu veux, même si c'est le nerf de la guerre, les exclure à un moment de leur année ou de leur vie, parce qu'ils n'ont plus les moyens. Donc c'est pour ça que le Tipeee est à 1 €, alors que, je veux dire, tu types chez moi, tu as moins 20% sur tes trucs Games Workshop. Je veux dire, tu types tes games. Oui, c'est ça. C'est rentable. Au moment où tu achètes des figurines, il faut le faire. Voilà. Donc, et en plus de ça, régulièrement dans l'année, on offre des figues, on donne des bons d'achat, on donne des moins 25% pour monter encore le truc. Voilà. Et on choisit même, de manière totalement arbitraire d'ailleurs, un Wargamer du mois qui a en plus des trucs en plus. Tu vois. C'est vraiment, et c'est pas forcément le plus gros tipeur. Hein. C'est simplement quelqu'un qui va avoir partagé sur les réseaux, qui va avoir parlé de nous, qui va avoir été là dans le chat depuis longtemps. Comme tu parlais de ton tipeur depuis le départ, il va donner un bal mais qui a jamais arrêté de donner un bal, et ainsi de suite. Alors, ou qui va nous envoyer un petit message sympa à un moment, voilà. Donc l'idée c'est de pas, voilà. Et deuxième chose, je n'ai pas la prétention, c'est même pas qu'une question de prétention, c'est que je pense n'avoir pas la qualité pour dire ça, si je suis un bon peintre de figurines, j'ai un bon niveau, j'ai fait des concours, des machins, mais je vais pas te donner tu vois, le côté... j'ai donné des cours de tennis parce que j'estimais avoir le niveau pour donner des cours de tennis, si tu veux. Mais je vais pas... Voilà. Après, si j'avais, comme toi, par exemple, une qualité particulière, une connaissance particulière, oui, effectivement, ça aurait du sens. Ça aurait vraiment du sens, c'est-à-dire de dire, voilà, ça, c'est de la production pure. En plus, la production, pour le coup, la sculpture 3D, c'est une compétence. C'est une vraie compétence, c'est un vrai truc. Et qui demande un apprentissage, etc. Mais je suis pas Netflix, tu vois. Je veux dire, je vais pas quand même leur dire aux gens, vas-y, paye, tu vois. J'ai bien compris. Après, cela dit, d'ailleurs, je crois que c'est Urial qui a cette... j'allais dire, c'est pas une problématique, c'est juste une question que je trouve peut-être intéressante à se poser, en mettant justement à vos places dans ces cas-là, où tu penses pas avoir le level pour faire des tutos peinture, enfin, voilà. Des tutos, oui, mais si oui. Non, mais les gens viennent chercher une expérience globale, mais je ne me permettrai pas de leur donner des cours de Warhammer, tu vois. Mais le truc, c'est que le passif
que vous avez dans l'exploration des jeux divers et variés, ça c'est de l'expérience et c'est une compétence. Donc, à partir de ce moment-là, vous apportez une plus-value aux gens qui vont venir regarder vos chaînes par votre analyse, par votre critique, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Donc c'est aussi, c'est aussi une putain de transmission de connaissances, mais peut-être pas de produits. Ouais, voilà. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure. Alors, je vais pas, parce que les mots, je les ai pas, et tu l'as très très bien expliqué. Mais effectivement, entre ce que je pense, voilà, je pense que si tu veux, si j'avais quelque chose à vendre qui serait matériellement, enfin, tu vois, qui serait palpable, palpable. Ouais, j'ai compris. J'écrirais un bouquin sur le hobby, par exemple. Bah, je le vendrais, je le donnerais pas. Ouais. Bah go. Mais fais ça, c'est trop Ah, bien. J'écris. Ce que je veux bien, moi, c'est promouvoir celui qui l'écrit et qui m'en donne une partie. Ça, je sais faire. L'écrire moi, ce serait, tu t'imagines, la logorée verbale. Mais Le bouquin ferait 2000 pages. Toi qui as fait de la radio, tu connais les codes vocaux, entre guillemets. Les livres audibles, c'est un boom. C'est Vincent qui doit faire ça. C'est un boom. Ah putain, Vincent avec sa voix suave. Mais cela dit, pour en écouter des livres audibles, les mecs ont un niveau de malade. Oui, ça, je suis d'accord. En diction, en qualité, non, on est bien d'accord. Donner des accents et machin. Et là, on est complet. J'ai eu des copains comme ça qui faisaient de la traduction de films là, tu sais, qui étaient dans des studios, tu sais, où on traduit les films anglais en français là. Ouais. Les mecs, c'est des tueurs. Des acteurs nés. C'est des acteurs nés. C'est un métier de malade. Ça s'invente pas de faire ça. Oui, on est des petits à côté. Écoute, tout ça était vraiment cool. Moi, j'ai passé un très bon moment en ta compagnie, à te découvrir un petit peu plus. Il y a encore plein de points flous. En fait, c'est le problème de rencontrer des gars qui ont plus de 40 piges. C'est qu'en fait, ils ont une quantité de trucs à raconter qui serait trop cool. Mais bon, on va pas y passer non plus 8 heures. Ça pourrait être sympa, un de ces quatre, si jamais tu passes dans la région de l'Ain, donc pas très loin de Lyon, que tu t'arrêtes boire une bière, tu es le bienvenu. Pas très loin de Lyon, c'est ça? Ouais, je suis pas très loin de Lyon. Je suis à 1 heure de Lyon. Écoute, j'ai énormément de gens à aller voir dans la région de Lyon et ses alentours. Des gens comme Warhammer Made by Amateur, qui est pas très loin. Des gens comme toi. J'ai plein de monde à aller voir. Il y a plein de gens qui m'ont invité. Et il se trouve que j'ai mon cousin Germain qui habite à Lyon. Et qui a un bar à bière à Lyon d'ailleurs. Ah, c'est bon ça. Voilà, donc ce sera l'occasion, un des plus gros bars à bière de Lyon. Et donc, il faut absolument que j'organise ça. C'est pas le Ninkasi quand même. Hein? C'est pas le Ninkasi quand même. Non. Okay. Les fleurs du Malte. Les fleurs du Malte. Ok, mais attends, putain, ça se trouve. Et Saint-Jean. Ouais, c'est clair. Je suis sûr que tu y es déjà allé. En fait. Oui, c'est sûr. C'est sous des voûtes. Voilà. Faut descendre quelques marches pour y aller. Voilà. Et donc, non, mais il faut absolument que je prenne le temps. Et en fait, le truc, c'est d'y aller, de prendre le temps d'y aller plusieurs jours. Mais vraiment, tu vois, genre une semaine. Et en fait, ça fait un peu globetrotter, si tu veux. Ça fait un peu, je vais chez vous. Ouais, mais prendre le temps d'aller chez les uns, chez les autres, tu vois. Vraiment, parce que c'est passionnant de discuter hobby, de discuter passion avec des gens passionnants. Et puis pour le coup, ça aide, je trouve, aussi à se poser des tas de questions pour faire un cheminement qui soit agréable, aussi bien sur le plan pro, comme c'est ton cas, ou le mien aussi, d'avoir des visions un peu différentes. D'approches différentes. Non, c'est super constructif, super cool. Ça fait 1h30, plus d'1h30 qu'on est ensemble. Hein. Du coup, on va arrêter là pour cette fois. Okay. Mais, pour que ce soit digeste. Mais exactement. Mais comme pour d'autres, c'est pas exclu que ce genre de format revienne, et même avec des gens qui sont déjà passés, parce qu'on a un millier de sujets à aborder. Moi, je tiens à remercier les gens qui nous ont écoutés jusque-là. C'était long. N'oubliez pas qu'il y a tous les liens en description pour vous abonner à 40K Wargamer TV, le lien également du Tipeee et le lien de l'association
Compagnie du Val-de-Mort, Voilà, Cognac. exactement, si jamais vous êtes de cette région-là. Merci à tous et Phil, je te laisse le mot de la fin. La surprise. Démerde-toi. Tiens, hop, le bébé, tiens, C'est démerde-toi ça. avec ça. Bah, le mot de la fin, c'est que il faut jamais préjuger des gens avant d'avoir pris le temps de discuter avec eux. Ouais, je suis bien d'accord. C'est Je ça. suis bien d'accord. Eh ben, écoute, merci à tous. On vous souhaite à tous bonne peinture et bon jeu. Et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao, ciao!